Pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ici Amano, et bienvenue dans la deuxième partie de cet iceberg Persona. Je vous reprends un peu à part avant qu'on reprenne l'exploration pour vous dire 2-3 trucs. Déjà, bonne année, parce que oui, ok, on est début mars, mais c'est pas parce qu'on est début mars que j'ai pas le droit d'être poli. Ensuite, ça va paraître tout con, mais je vais vous rappeler qu'il existe une partie 1 de cet iceberg, partie 1 que je vous invite à aller voir ou revoir, parce que je vais parler de plusieurs choses que je vais considérer comme étant acquises, notamment les noms que je vais employer pour les protagonistes, mais aussi que je vais utiliser plusieurs concepts que j'ai définis là-bas, notamment mon concept de 2 pastilles. Pour rappel, 7 pastilles qui définissent de quel jeu personnage je vais traiter, et 2 pastilles qui définissent si je vais spoiler ou non. Pour rappel, c'est là pour vous éviter les spoils, mais je vais pas le réexpliquer. Et je viens quand même de le refaire. Mais apparaîtra aussi dans cette partie 2 un nouveau type de pastilles, enfin plutôt de combinaison de pastilles, les entrées qui vont parler de 2 jeux Persona à la fois en entrée spoil. Rien ne va changer, c'est juste que au lieu d'avoir une seule pastille pour le jeu abordé, vous en aurez 2, mais ça vous verrez en temps et en heure de toute façon. Et enfin, la vidéo va garder ce format d'iceberg, entrée après entrée, où on va parler de différentes choses liées de près ou de plus loin à la série Persona d'Atlus. On va parler de plein de choses qui sont dans les jeux, de choses qui sont liées au jeu, de choses qui auraient dû être dans les jeux, de choses bizarres que les gens veulent voir dans les jeux, et on va garder cette structure d'iceberg en partant du fait globalement le plus connu au fait le moins connu. Et vu qu'on est dans la partie 2 sur 3, on va commencer à parler de sujets qui sont un peu plus sombres d'un point de vue connaissance du public, hein. Vous attendez pas à voir des trucs de fou niveau serial killer ou je ne sais quoi. Et enfin, merci à ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, hein. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, tout ça, bref, vous connaissez la chanson. Je vous invite aussi à regarder l'outro de la vidéo en intégralité parce que je vais dire plusieurs trucs par rapport au futur très proche de la chaîne. Par exemple, la prochaine vidéo ne sera pas la partie 3 de l'iceberg pour différentes raisons. Mais bref, j'arrête de vous emmerder, re-bienvenue dans l'iceberg Persona et reprenons notre exploration avec Kaitool. Vous connaissez sûrement Makoto Nijima, l'un des personnages majeurs de Persona 5. Cependant, est-ce que vous avez remarqué qu'entre le début de l'exploration du deuxième palais et les événements qui amèneront au début de l'exploration du palais de Kaneshiro, Makoto allait prendre en filature Ren? Ça, sans doute. Cependant, il arrive que le pathfinding de Liane Makoto bug et fasse absolument n'importe quoi. Lequel plus connu vient sûrement des toilettes de Shujin. Après que Ren soit entré dans les toilettes des hommes, Makoto s'apprête à le suivre quand son IA commence soudainement à complètement bugger. Elle fait un virage comme si elle dérapait sur Mario Kart, et puis après Jean-Patrick, c'est la course de tous les possibles, la voiture japonaise en train d'arriver en tête, attention, et oui, malgré lui, ça va le dépasser, champion du monde! Pardon. Le plus drôle avec ce bug, qui est clairement causé parce que Liane Makoto n'est pas codé pour entrer dans les toilettes des hommes, c'est à quel point c'est logique et accurate avec le lore. On parle de Makoto Nijima, soit le personnage de Persona 5 qui est le plus à cheval sur tout ce qui touche à n'importe quel règlement. Donc, logique de l'avoir drifté comme une F1 dès que la personne qu'elle stocke rentre dans des toilettes où elle n'est pas censée aller. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire là? Alors, je sais que le nom de l'entrée peut paraître très bizarre, mais je vous assure, c'est pas bizarre. C'est juste japonais. En gros, Persona Stalker Club, c'est une émission mensuelle qui va exister de fin février 2014 à mars 2017. C'est une émission qui faisait plein de trucs autour de Persona et d'Atlus, comme lire des lettres de fans, ou répondre à des questions débiles, comme où est-ce que le père de Mitsuru a acheté son cache-œil, et qui était présentée par 2 personnes. Tomomi Izomura, une doubleuse, et Kaiji Mafia, un touche-à-tout. Non, sérieusement, je sais pas comment le décrire autrement. Le mec a fait énormément de choses dans sa carrière. Il était très actif sur 4gamer.net, il a fait de la radio, il a une chaîne YouTube, et il a aussi fait du doublage, parce qu'il a doublé un antagoniste de Métaphore Refantasio. Enfin, merde, il a même vanné le prix Nobel de physique de 2015 parce qu'il était japonais et qu'il avait le même prénom que lui. Quoi? C'est donc ces 2 personnes, hein, cette doubleuse et ce touche-à-tout, voilà, qui vont présenter ce Persona Stalker Club, émission qui va clairement devenir une sorte de web TV pour Atlus, qui va s'en servir pour mettre en avant énormément de choses. Créer toutes sortes de contenus autour de Persona, bien évidemment, notamment en interviewant des personnalités liées à la série, telles que Lotus Juice, mais aussi présenter des jeux, Persona Q, Persona 4 Arena Ultimax, Persona 4 Dancing, et Shin Megami Tensei 4 vont notamment faire l'objet d'un ou plusieurs épisodes du programme, qui va aussi créer plusieurs sessions comme le AISEES Hit, FAQ sur la série avec Atlus, avec un jeu de mots qui est absolument légendaire. À partir du 31e épisode, la série va être renommée Persona Stalker Club V, et à partir de là, faire un énorme focus sur Persona 5. D'ailleurs, Tomomi Izomura va obtenir un rôle dans Persona 5, celui d'Ifumi Togo. Persona Stalker Club reste une partie entière de l'histoire de la licence, qui va donner naissance à énormément de choses dont on aura l'occasion de parler dans la suite de cet iceberg.
On l'évoquera plus tard, mais Persona est actuellement une propriété de et ce depuis 2013. Ce qui fait qu'on a donc eu énormément de collaborations entre la licence Persona et d'autres licences Sega. Le plus évident est bien évidemment Sonic the Hedgehog, et ça ne manque pas. Déjà apparaît dans Persona 5 Dancing un costume Sonic pour Morgana, parce que mascotte reconnaît mascotte je suppose, mais on peut aussi noter l'apparition de Sonic en tant que caméo dans le jeu mobile Shin Megami Tensei Liberation DX2, ainsi qu'un équipement de Persona 5 qui s'appelle Sonic Socks en anglais, et dont la description fait une référence assez claire à Sonic. A l'inverse, pour des références à Persona dans Sonic, on peut aller voir du côté de Sonic Forces. Parce qu'il est possible dans ce jeu de customiser votre personnage, votre avatar. Et était disponible en bonus de précommande différents costumes de personnages de plusieurs licences Sega, comme Puyo Puyo, Jet Set Radio, Super Monkey Ball ou Persona, avec un costume de Joker. En dehors de Sonic, je vais passer assez vite dessus parce que je connais assez mal la licence, mais on peut aussi aller voir du côté de la licence Yakuza, qui a le droit à des références, notamment dans Persona 5, via le personnage de Makoto et le film qu'elle veut aller voir. On a parlé dans la précédente vidéo de la romance homosexuelle supprimée de Persona 4, où j'ai invoqué la société du Japon d'époque pour essayer de justifier ça. Donc, vous vous doutez bien que si une romance gay ne passait pas en 2008, si romance lesbienne n'allait pas passer en 2009. Donc, Persona 3 Portable a complètement changé toutes les romances de Kotoné. Même si théoriquement on peut encore romancer Geese, mais vas-y c'est bon, ta gueule. Donc, on n'a plus les romances habituelles de Makoto, mais on a 4 romances de personnages masculins. Shinjiro, Akihiko, Ryoji et Ken. Voilà, je rappelle que canoniquement, Ken a 11 ans et Kotoné en a 17. Donc oui, légalement, c'est pas de la pédophilie, puisqu'ils sont tous les deux mineurs. Cependant, cette simple situation va créer toute une réputation autour de Kotoné. Celle qu'elle serait une pédophile, avec un terme anglais qui va ressortir, celui de groomer. En plus, la situation elle est vraiment pas aidée par l'écriture de la romance entre Ken et Kotoné, qui est de très très loin la pire de Persona 3 Portable. C'est ce tout en fait. La mauvaise qualité du social link, parce qu'en plus bon, faut se dire, ceux de Persona 3, à part quelques-uns, sont pas franchement exaltants, et l'idée de voir un gamin de 11 ans sortir avec une lycéenne qui est en passe de devenir majeure, c'est ce tout qui va donner à Kotoné cette réputation de pédophile, qui continue aujourd'hui, bon, un peu plus comme un running gag depuis quelque temps. Et vous savez d'ailleurs, autre chose qui est extrêmement drôle, le socialing de Ken, qui a créé toute cette situation très bizarre qui fait de Kotoné une potentielle pédophile en devenir, il est apparenté à l'arcane de la justice. Ah mais parce que vous pensiez qu'on en avait fini avec les adaptations? Mais absolument pas! Attendez-vous à ce qu'on en parle encore un long moment, notamment ici avec les pièces de théâtre Persona. Et c'est absolument pas une blague, il y a eu des pièces de théâtre adaptées de la licence. Bon, bien évidemment, on va le voir, mais Persona 1 et 2, ils peuvent aller se faire foutre, donc ça concerne surtout les 3 derniers, Persona 3, Persona 4 et Persona 5. Et c'est un cas qui est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que un jeu vidéo, ça s'adapte pas en pièces de théâtre comme ça. Je vais passer déjà sous silence, en tout cas je vais essayer de passer sous silence le format live action parce que il y a ce que tu veux et il y a ce que tu as, hein. Mais bon, par exemple, rappelez-vous des noms des protagonistes. Et chaque pièce va donner un nom inédit au protagoniste. Makoto va être renommé Sakuya Shiomi, Yu va être renommé Ayato Asakawa, et Ren, il va changer de nom à chaque représentation. Akase Nozomu. Côté scénario, bon, les pièces essayent de coller le plus possible au jeu, mais parfois, ils y arrivent pas vraiment. Par exemple, tout ce qui touche aux donjons et au combat, c'est quasiment skip pour les donjons, et pour les bastons, c'est simplifié en combat façon Power Rangers. Même si là, pour le coup, c'est vraiment le mieux que le format pouvait offrir, donc j'arrive pas vraiment à compter ça comme une critique. Au final, Persona 3 va être adapté en 5 pièces de théâtre qui vont être réunies sous la licence Persona 3 The Wild Masquerade ou Persona 3 W. Chacune des pièces a un sous-titre japonais qui est compliqué et que je vais essayer de traduire pour le bien de 2 choses. Ma langue, hein, et vos oreilles parce que mon accent est dégueulasse. On a donc Persona 3W Blue Awakening, Persona 3W Ultramarine Labyrinthe, Persona 3W Bismuth Crystal, Persona 3W Pledge of Indigo et Persona 3W Beyond the Blue Sky. Et vous avez peut-être remarqué un petit détail sur les images des stage play, à savoir la présence simultanée de Makoto et de Kotoné. Parce que oui, la grande innovation de W, ça a été de créer un Persona 3 où Makoto et Kotoné existent simultanément. Bon, en vrai, on les verra quasiment jamais, voire pas du tout en même
même temps sur scène puisque ça alterne, mais ça reste un parti pris très particulier qui donne un rôle de premier plan à Kotone qui sert généralement de bouche-trou. D'ailleurs, le nom Kotone Shiomi, qui est devenu aujourd'hui son nom officiel, vient à la base des pièces de théâtre Persona 3W. Pour Persona 4, on aura aussi deux pièces de théâtre qui vont porter le sous-titre de Persona 4 Visualive. Persona 4 Visualive, qui adapte le 4ème arc de la série, et Persona 4 Visualive The Evolution, qui va du 5ème arc à la conclusion du scénario. Voilà, donc Visualive Evolution adapte genre 5 fois plus de contenu, et il dure à peine 10 minutes de plus que le premier Visualive. Et pour Persona 5, ça va être un peu comme Persona 3, et ça va être adapté en 4 pièces de théâtre qui vont retracer absolument tout le jeu. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces pièces de théâtre? Eh bah, que c'est pas vraiment des pièces de théâtre. Mais c'est ce qu'on va appeler par définition des 2,5D musical. À savoir des pièces de théâtre avec un aspect comédie musicale qui se concentre sur l'adaptation en 3D, donc avec des vrais comédiens, d'une œuvre conçue pour un média originalement 2D. Donc très souvent des mangas ou ici des jeux vidéo. Persona 3W avait justement été vendu comme une expérience 2,5D. Et tout de suite on comprend mieux, le jeu d'acteur souvent exagéré, c'est une convention des 2,5D musical qui cherche à reproduire l'expérience des œuvres originales, qui tirent généralement profit de leur support pour exagérer les expressions des personnages. Les passages musicaux, notamment en fin de représentation, là aussi c'est une convention des 2,5D. Pareil pour l'écran, très souvent visible en arrière-plan sur scène, c'est une convention des 2,5D, et c'est un écran qui sera assez bien utilisé, notamment pour l'adaptation de Persona 5, qui s'en servira pour par exemple diffuser la conférence de presse de Kumura. Après, oui, il y a des points où le côté live action, il passe mal. Et sur ce point, c'est sans doute Persona 5 qui en souffre le plus. Parce que les costumes des voleurs fantômes passent pas, mais alors vraiment pas en live action. Genre celui de Joker qui a l'air d'être fait en latex, bon voilà quoi. Pareil pour Persona 3, où si on sent que le costume d'Aigis passe plutôt bien sur le visage, pour ce qui est des articulations, la magie fonctionne moins bien. Mais même, tu sens que le staff de Persona 3W le savait que ça allait pas marcher, parce qu'ils ont complètement skip Koromaru par exemple. Après, dans l'ensemble, ça reste des expériences satisfaisantes que je pourrais vous recommander. Je vous les recommande, oui, mais. Mais, déjà uniquement si vous êtes un gros fan de la série, si le côté parfois un peu, beaucoup exagéré de certaines choses ne vous dérange pas, et si vous acceptez de voir quelque chose qui est plus différent que fidèle. Et dans le lot, surtout, allez voir Persona 3W et l'adaptation de Persona 5. Les deux visual live sont de très loin les plus oubliables, et celles qui jouent le moins avec l'œuvre originale. Parce que j'ai parlé de Persona 3, mais les 2,5D de Persona 5 donnent un rôle assez important à Mishima par exemple. Après au global on peut bien évidemment noter la qualité du jeu d'acteur, notamment celui de la comédienne de Kawakami, ou même l'ensemble des personnages qui vont jouer les membres de la Velvet Room. Mention spéciale à celle qui joue Elizabeth dans la pièce Arena Ultimax. Ah oui purée, parce que il y a aussi eu un 2,5D sur Persona 4 Arena Ultimax. Et je vais même pas élaborer sur ça parce que pour moi c'est complètement con d'adapter un jeu de combat en 2,5D. Je reviens beaucoup à cette romance homosexuelle de Persona 4, mais encore une fois, on va parler d'une autre romance qui a été cut, cette fois dans Persona 5, et une romance qui est un poil plus étrange. Au départ, on pouvait romance Sae Ninjima. Oui, je sais, c'est très étrange, mais je vous assure que c'est réel. Il y a des lignes de dialogue non utilisées de Sae, disant mot pour mot « je t'aime » à Ren. Et bon, ça va être comme pour Ken et Kotone, la romance elle est extrêmement étrange et assez malaisante. Déjà, elle est étrange au vu de la place qu'a narrativement Sae durant une grande partie de Persona 5. Et je parlerai même pas du fait de voir Sae Ninjima, une personne dont la profession est littéralement de faire appliquer la loi, en couple avec un mineur, hein, alors que Sae, on connaît pas son âge, mais elle a très clairement autour de 25 ans, si ce n'est plus. Cette romance n'est d'ailleurs pas le seul contenu lié à Sae qui a été drastiquement changé, puisqu'à la base, c'est elle qui était censée héberger Ren et non Sojiro. Il existe même un court extrait vidéo qui montre à quoi aurait pu ressembler l'appartement de Sae, avec un modèle de Catherine qui sert de placeholder pour Sae. On sait pas vraiment pourquoi cette idée a été abandonnée, mais ce qui est sûr c'est que le jeu n'aurait plus rien eu à voir. Que ce soit l'arc Futaba, la relation entre Sae et Ren, ou même simplement se dire que Makoto aurait pu finir par vivre de force avec Ren. Pour revenir vite fait sur la romance de Sae et conclure dessus, l'idée ne va pas mourir puisque l'anime Persona 5 va y faire référence. Plus précisément l'OAV de la Saint-Valentin qui pour rappel adapte l'intégralité des événements de la Saint-Valentin, c'est logique. Et cet OAV va ajouter un événement inédit, où Ren va voir un opéra avec Sae, avant de finir sur une scène moins explicite que les autres, mais qui sous-entend clairement une relation amoureuse entre les deux.
Je ne pense pas avoir besoin de vous présenter le monstre de Frankenstein, qui est né dans les pages du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley en 1818 et qui raconte la vie d'un humain artificiel créé par Victor Frankenstein qui va se mettre en quête de vengeance après avoir été persécuté par la société, y compris son créateur qui va l'abandonner. C'est aujourd'hui une œuvre qui est reconnue comme étant un chef-d'œuvre et qui va devenir l'un des symboles de l'apogée du roman gothique et l'un des nombreux précurseurs dans la science-fiction. La créature a aujourd'hui largement dépassé le simple cadre du roman gothique, notamment via les nombreuses adaptations cinématographiques du personnage, avec par exemple la trilogie des années 1930 où Boris Karloff prête ses traits au personnage. On a l'air très loin de Persona, et pourtant la licence a continuellement rendu honneur à l'univers créé par Mary Shelley il y a de cela plus de 200 ans, via certains personnages que vous connaissez tous, qui sont parmi les premiers qu'on rencontre à chaque jeu, les membres de la Velvet Room. Chaque membre de la Velvet Room rend ainsi hommage à l'œuvre de Frankenstein à travers son nom. Igor tient bien évidemment son inspiration du personnage d'Igor, l'assistant du docteur Victor Frankenstein, assistant qui va naître dans la trilogie de 1930. Tout d'abord sous le nom de Fritz dans le premier film, avant qu'un autre assistant, cette fois nommé Igor, apparaissent dans le troisième film. Nameless et Belladonna, les deux assistants qui apparaissent physiquement dans Persona 1 et 2, n'ont pas de référence claire en termes de nom. Cependant, un personnage bien précis de l'univers Frankenstein n'a pas de nom, et est donc Nameless, et c'est la créature de Frankenstein. Belladonna n'a elle pas de comparaison claire en termes de nom, mais son design peut faire penser à la fiancée du monstre dans le film Bride of Frankenstein de 1935. Elizabeth et Lavenza sont toutes les deux tirées du même personnage. Elizabeth Lavenza, sœur adoptive, puis cousine dans les différentes versions du roman de Shelley, puis fiancée et femme de Victor Frankenstein dans le film de 1935. Théodore tient son nom de Théodore Baumer, professeur de Ludwig Frankenstein et personnage du film de 1942 The Ghost of Frankenstein. Pour Margaret, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'un personnage porte bien le nom de Margaret Saville, mais elle n'a aucune apparition physique. Margaret Saville est en réalité un personnage à qui sont envoyées des lettres par son frère Robert Watson, lettres qui commencent et terminent le roman de Shelley. Caroline vient elle de Caroline Beaufort Frankenstein, mère de Victor Frankenstein dans le roman original, qui n'apparaîtra jamais physiquement dans l'intrigue puisque morte avant le début du roman, même si plusieurs œuvres de l'univers qui seront ultérieures au roman vont la montrer en vie comme le Frankenweenie de Tim Burton. Justine tire son nom de Justine Moritz, qui est une orpheline qui vit au domaine des Frankenstein et qui sera accusée à tort du meurtre de William Frankenstein, jeune frère de Victor. Et enfin Mary, personnage qui réside dans la Velvet Room dans Persona 4 Golden, partage son nom avec la fameuse Mary Shelley, qui a écrit le roman original Frankenstein au début du 19e siècle. Ce qui ne laisse que le Demon Painter, ce qui n'est logiquement pas référencé vu son inspiration, Kazuma Kaneko. Et au cas où, le personnage de Victor Frankenstein apparaît aussi dans la licence, mais dans la licence Shin Megami Tensei, et notamment dans la sous-série Devil Summoner, où il occupe le même rôle qu'Igor dans Persona, à savoir servir à fusionner et à invoquer des personas. Et si vous vous demandez pourquoi la Velvet Room ressemble à ça, ne vous inquiétez pas, on en reparle très vite dans cette vidéo. On a parlé dans la précédente partie des références que les personnages se font entre eux, et j'ai volontairement laissé plusieurs références de côté, avec notamment plusieurs petits caméos de Persona 3 portables, qui se passent tous sur la route de Cotoné. Dans Persona 3, au début du mois d'août, le protagoniste participe à un tournoi sportif, tournoi dans lequel il va débloquer le Socialing de l'étoile, Mamoru Ayase. Dans la route de Cotoné, ce tournoi n'est pas présent, il est plutôt remplacé par un camp d'entraînement qui se passe à Inaba, soit la ville de Persona 4. Et après s'être entraîné à Yesogami, les personnages vont à une auberge, l'auberge Amagi. Ce qui amènera Kotoné à rencontrer Yukiko, qui est alors en 3ème et qui est donc vêtue d'un uniforme de collégienne. D'ailleurs, l'un des membres du staff de l'auberge Amagi mentionne également Shi, apparemment passé plus tôt dans la journée à l'auberge Amagi. Ces références sont rendues possibles par la date de sortie de Portable, 2009, soit un an après Persona 4. Atlus a donc sûrement voulu faire une petite référence à celui qui est alors le nouvel opus de la série, dont la route qu'ajoutait Portable, histoire de ne pas altérer celle de Makoto. Dans le même style, Vincent Brooks de Catherine apparaît aussi dans Portable. Il se trouve dans le club Escapade, et cette fois on est plus sur un vrai petit teasing du prochain projet d'Atlus, parce que Catherine ne va sortir qu'en 2011, soit 2 ans après Portable. On va rester du côté des références pour aller cette fois s'intéresser aux références externes, aux références que font d'autres licences à la licence Persona, et même un peu à Shin Megami Tensei. Cette entrée va surtout parler de jeux vidéo et d'animé, parce que c'est des médias qui sont touchés par Persona et donc ceux qui sont le plus susceptibles d'y faire référence, mais elle va aussi être extrêmement décousue, parce qu'il n'est pas vraiment possible de faire un fil rouge avec ce genre de sujet. Et de même,
vous vous doutez bien que je ne peux pas mentionner chaque œuvre qui fait une référence à Persona. Je vais simplement me centrer sur quelques-unes d'entre elles, donc bien évidemment, n'hésitez pas à en mentionner d'autres en commentaire si vous en connaissez que j'aurais pu rater et que je ne mentionne pas ici. Et bien évidemment, je ne vais pas mentionner des œuvres d'Atlus, ce serait trop simple. Durant l'une des routes de Stanley Parable Ultra Deluxe, le narrateur parle un moment des ressorties de différents jeux vidéo, ce qui va l'amener à évoquer Skyrim et Persona 3. L'anime Wozer's End to Mouse Life montre Teddy, même si là c'est surtout dans un but de promotion de Persona Q. Dans le jeu Stray, où on contrôle un petit chat, on peut trouver sur un comptoir un personnage qui s'appelle Sojiro, et qui va mentionner avoir par le passé possédé un café. Dans l'anime Shadowverse, on peut voir à un moment dans le public les membres des voleurs fantômes, avec des colorations différentes du jeu. Futaba, Haru et Ryuji ont les cheveux noirs, quand Anne et Ren ont les cheveux bruns. Au final, les seuls à changer sont Yusuke et Makoto. Il est possible d'acheter le masque de Joker en tant que cosmétique dans le jeu Transform Ice. Dans l'anime No Game No Life, pendant l'épisode 11, Sora suggère qu'ils sont à l'instant T dans un jeu vidéo pour calmer Shiro, et durant sa tirade apparaît un fond qui va rappeler le code couleur de Persona 4 Golden, ainsi que Shi Satonaka, qui sera censuré pour des raisons de copyright. Et enfin, on va s'éloigner un peu du cadre de Persona, mais l'épisode 10 de Joshiraku va faire une référence à Jack O'Lantern et à Jack Frost, quand, côté jeu vidéo, on peut mentionner Danganronpa 2, Goodbye Despair. Dans ce jeu, on peut trouver ce qu'on appelle des Monokuma cachés, au nombre de 6 par chapitre, qui changent d'apparence d'un chapitre à l'autre, et qui sont un peu des espèces d'easter eggs qui rapportent des récompenses. Et bien, ceux du 5ème chapitre portent ce qui peut s'apparenter à un comp, un outil qui est au centre de l'ensemble de la licence Shin Megami Tensei. Voilà Merope, l'assistante de la Velvet Room dans Persona 5 The Phantom X, qui est une assistante unique, en tout cas par rapport à ses équivalents. Déjà, contrairement à Elisabeth, Théodore, Margaret, Justine, Caroline et Lavenza, soit tous les assistants de la Velvet Room depuis Persona 3, Merope a les yeux gris, et non jaunes. Mais bon, Belladonna elle a les yeux bleus, quand ceux de Nameless ils sont couverts, donc encore ok. Par contre, Merope est LA première assistante de la Velvet Room dont le nom ne provient pas de la licence Frankenstein, mais ici de la mythologie grecque, puisque Merope c'est l'une des 7 Pléiades, et quand on s'intéresse à ce mythe de plus près, Merope, c'est la seule Pléiade qui va épouser un mortel. Et on peut peut-être y voir une référence au lien qui l'unit à Wonder en tant qu'assistant dans la Velvet Room. Et donc, peut-être que Merope a d'autres sœurs, qui sait, qui ne sont juste pas encore liées à d'autres wildcards. Et enfin, je voulais finir sur ça, mais le mari de Merope dans la mythologie grecque, c'est Sisyphe. Le mec qui est condamné à pousser un rocher jusqu'à la fin des temps, quoi. Moi j'y vois une petite pique au système même de gacha qui cherche à s'étirer sans fin avec des joueurs faisant la même chose H24, mais là n'est pas le sujet. Sainte Hermeline, Seven Sisters, Gekukan, Yasugami et Shujin. Voilà les 5 noms des lycées majeurs des différents personnages. Mais ces écoles sont plus que de simples cadres pour les jeux. C'est pour ça que cette entrée et celle d'après vont être dédiées à ces établissements. Et on va d'abord commencer par leurs noms, puis après par leurs emblèmes. Pour Sainte Hermeline, j'ai un peu menti et on va directement parler du logo. On parlera de l'ensemble détail juste après, mais intéressons-nous surtout à ces 2 symboles. Ces 2 symboles sont très particuliers parce qu'il s'agit de symboles religieux. Pour l'étoile à 6 branches en bas, je pense que vous voyez très bien. Il s'agit de l'étoile de David du judaïsme. Pour l'autre symbole, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qu'on appelle le chrisme. Un symbole qui superpose 2 lettres grecques pour représenter le mot Christ et qui est donc lié au christianisme. Donc, qu'est-ce que ces 2 symboles viennent foutre sur le logo d'un lycée fictif japonais? Surtout que le Japon est un pays où le christianisme, et encore plus le judaïsme, sont extrêmement minoritaires. On est donc encore plus en droit de se demander ce qu'ils viennent foutre là, cette étoile de David et ce chrisme. Peut-être que Sainte-Hermeline, c'est censé être un lycée religieux, ou qui à minima délivre un enseignement religieux à ses élèves. Théorie qu'on pourrait appuyer avec le nom du lycée, Sainte-Hermeline. Persona 2, c'est le lycée Seven Sisters. La référence dans le nom est assez évidente, et c'est, comme pour Merope, une référence au mythe des Pléiades. Ce qui nous amène à la trilogie des Persona modernes, et on commence logiquement avec Gekukan, le lycée de Persona 3. Gekukan, ça peut se traduire par la salle du clair de lune en français. C'est bien évidemment une référence à l'importance qu'a la lune dans le scénario de Persona 3, mais aussi sur la transformation que subit le lycée une fois la Dark Hour déclenchée, puisqu'il devient le Tartarus sous l'influence de celle-ci, donc lorsque la lune est parfaitement alignée au-dessus de Gekukan. Le terme Moonlight, dans la traduction de Gekukan en anglais, est aussi présent dans le nom du pont, Moonlight Bridge, et là je pense que chaque joueur de Persona 3 voit très bien de quoi je veux parler. Pour Persona 4, le terme Yasogami est une référence à la mythologie shintoïste, qui a énormément inspiré toute l'esthétique et le scénario de Persona 4. Je n'irai pas plus loin dans les détails parce que mes connaissances en shintoïsme sont équivalentes à celles d'Elizabeth Bourne sur son ministère, mais de ce que j'ai compris, ça parle de 80 dieux, et c'est lié à un lapin d'un autre
autre dieu, lapin qui lui-même s'appelle Inaba. Donc ce serait une autre référence shintoïste avec cette fois le nom de la ville. Mais je vous laisse compléter en commentaire si vous y connaissez en shintoïsme parce que moi clairement j'ai rien compris. Et enfin Persona 5 avec Shujin. Shujin, c'est un petit jeu de mots en japonais avec le terme pour dire prisonnier, mais écrit différemment. Et pourquoi prisonnier? Bah bien évidemment pour la Velvet Room de Persona 5 et la situation de Ren dans le scénario. Même si d'un point de vue plus amélioratif, Shujin, ça peut être lu comme excellence, ce que va appuyer Persona 5D qui mentionne les excellents résultats académiques du lycée. Au final, on a un double sens qui est super cool, qui porte à la fois un message d'espoir qui est propre au lycée et aux autres bâtiments éducatifs, et des références à la condition de Ren et au scénario de Persona 5. Et histoire d'être vraiment complet, passons assez vite sur les autres lycées mentionnés dans la licence, ceux que ne vont pas fréquenter les protagonistes. Le lycée pour garçons Kazugayama n'a pas de vrai sens, mais son nom raccourci, Kazuhai, est écrit en japonais de manière à pouvoir être lu Drake's High, soit le lycée des bas-fonds, ce qui colle très bien à la réputation de l'établissement dans Persona 2 qui accueille beaucoup d'étudiants à mauvaise réputation. Le lycée Kokatsu de Persona 5X est basé sur une expression pouvant se traduire par porte un regard neuf sur toi-même. On peut voir ça comme une référence au concept même des Persona depuis Persona 4, à savoir accepter ses désirs intérieurs pour porter un regard nouveau et complet sur soi, mais aussi une référence au concept même de The Phantom X, à savoir une réinterprétation de Persona 5 pour un marché et un support différent, donc un regard neuf. Et enfin, Kosei de Persona 5, le lycée que fréquentent Yusuke et Ifumi. Leur nom est écrit de la même manière que celui de Shujin, et il peut à la fois signifier renaissance et réhabilitation. Et donc, comme Shujin, à la fois porter un message d'espoir, tout en faisant référence à la condition de Ren, et cette fois surtout à la Velvet Room. On va rester encore un peu dans les lycées pour cette fois parler de leur logo. De leur logo qui va les relier à la réalité d'une manière très drôle, puisque c'est des références à des entreprises automobiles. Pour le lycée du premier jeu, Saint-Hermeline, ça saute pas forcément aux yeux. Mais bon, un animal vu de profil, en blanc, sur fond bleu, avec des pattes positionnées ainsi, ça vous rappelle pas le logo de Peugeot ? Pour Persona 2 et le lycée Seven Sisters, on est sur une inspiration dans la marque Subaru avec quelques modifications. Il y a 7 étoiles et non 6, et elles ont 5 branches et non 4. L'inspiration est cependant la même, et il est encore une fois question des Pléiades, ici de l'amas d'étoiles de la constellation du Taureau, et non de la mythologie grecque. Gekukan et Yasugami sont de loin les plus clairs. Le lycée de Persona 3 base son emblème sur la marque BMW, et pour Yasugami, ils ont pris le logo de Mercedes avant de le retourner. Et enfin, Shujin et Persona 5, où l'inspiration est à nouveau du côté de la France, avec le groupe Citroën. Après, l'emblème de Shujin ajoute un troisième chevron et adopte une forme d'emblème qui peut rappeler une enseigne de police ou le logo d'Everton, c'est au choix. Mais bon, l'inspiration de Citroën est très claire parce que quand on regarde l'uniforme d'été, on voit ces deux chevrons sur le col qui là pour le coup ne laissent vraiment aucun doute. Yen Press est un éditeur américain centré sur les mangas et les light novels, qui est né en 2006 et qui est aujourd'hui affilié à Kadokawa. Et on va s'intéresser à l'une de leurs annonces durant l'Anime Expo 2019. Durant cette convention, Yen Press va annoncer avoir acquis les licences de Persona 5 Mementos Mission et de Persona 5 à la carte, une anthologie de Persona 5. Pour au final se rétracter à peine quelques heures après, en annonçant au final ne pas être en possession des licences. Il faut dire que de base, l'annonce de la licence par Yen semblait assez bizarre, car il n'avait jusque-là aucun manga Persona. Aux US, la gestion des mangas Persona est assez différente de chez nous, car là où en France, tout est aujourd'hui centralisé chez Mana Books, outre-Atlantique, c'est réparti chez plusieurs éditeurs. Le premier et le plus important, c'est l'éditeur canadien Udon Entertainment. Ils ont les droits pour les mangas Persona 3 et Persona 4, mais vont aussi éditer en anglais les deux spin-offs Arena et Arena Ultimax. Kodansha Comics vont eux uniquement se charger de Persona Q, et enfin le géant Viz Media a les droits lui pour Persona 5. Donc absolument rien côté Yen Press, même si l'annonce de l'Anime Expo laisse supposer que des discussions avec Atlus, ASCII MediaWorks et Kadokawa ont sûrement à minima commencé. Au final, c'est Udon Entertainment qui récupérera les deux licences Mementos Mission et à la carte. Mementos Mission sera publié fin 2021, quand pour l'anthologie à la carte, il faudra attendre 2023. Et si je vous disais qu'il était possible de complètement skip un boss final de Persona? Eh bah, c'est vrai. Et ça se passe dans un speedrun, celui de Persona 3 FES, avec un social link très particulier, celui de Tanaka. Et je sais, l'entrée est en non-spoil, mais rassurez-vous, je ne vais rien montrer du boss final. Le social link de Tanaka est très particulier parce que c'est l'un des deux seuls de Persona 3 qui se passe le soir, avec celui de Mutatsu. Mais le social link de Tanaka a une autre particularité, parce que vous ne pouvez pas le commencer comme ça. Il faut sur 2 jours avant lui donner 20 000, puis 10 000 yens. Par exemple,
exemple, si vous lui donnez 20 000 yens le 29 janvier puis 10 000 le 30, il sera disponible le 31 janvier pour commencer son social link, avant de vous téléporter au 3 mars pour la fin du jeu. Je sais que ça a l'air complètement faux, mais c'est un vrai glitch qui est utilisé en speedrun. Et pour ce qui est de sa présence uniquement sur FES et pas sur portable et Vanilla, c'est parce que ça vient d'un rééquilibrage des social links. FES a fait quelques ajustements pour rendre la complétion des social links plus simple, et l'un d'entre eux a été de basculer le social link de Tanaka du slot de la journée au slot du soir. Et au moment de faire ce shift, les développeurs ont sans doute oublié de faire disparaître Tanaka dans ce cas de figure très spécifique, où le joueur lancerait la quête des paiements le 29 janvier pour débuter le social link le 31. Ce qui fait que débuter le social link le 31 janvier reste possible, et le jeu suit alors le fonctionnement du social link, qui force la transition au jour suivant. Et vu que le 31 janvier c'est le jour où vous êtes censé affronter le boss final, et bah le jeu avance automatiquement jusqu'au prochain événement scripté, qui est donc le 3 mars, pour la fin du jeu. Là aussi, j'avais parlé dans la partie 1 des mangas Persona, et j'en ai laissé volontairement un de côté. Persona X Detective Naoto. Parce que c'est un cas qui est très particulier, puisqu'il s'agit d'une adaptation en quelque sorte. Persona X Detective Naoto, c'est un spin-off de Persona 4, qui au départ est un light novel, publié début juin 2012, et qui sera plus tard adapté en manga de fin 2012 à début 2015. Derrière ce projet, 2 personnes. Natsuki Mamiya, auteur du light novel à l'écriture, et Shuji Sogabe au dessin. Et là, je pense que le nom doit vous dire quelque chose, parce que Shuji Sogabe, on en a parlé dans la première partie, c'est l'auteur des mangas de Persona 3 et de Persona 4. L'œuvre se passe 1 an après Persona 4, et on suit Naoto qui va enquêter sur la disparition de 2 lycéens. Elle sera aidée dans cette quête par l'une de ses amies, Tuko Aoi, mais aussi par le dernier né de la gamme d'androïdes d'Aegis, Susei Kurogami, qui devient par la même occasion le premier androïde de ce genre à ressembler à un homme. Globalement, c'est un roman policier qui se passe dans le monde de Persona 4 et qui va chercher à en développer le lore. On a une nouvelle Midnight Channel, le Midnight Site, qui globalement fonctionne de la même façon. Le nom de certaines personnes apparaissent sur le site, en promettant qu'elles seront jugées, et le jugement c'est la mort. C'est un roman qui honnêtement est assez sympathique. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais Mamiya a clairement compris la formule Persona 4. Ce qui est déjà simplement visible avec l'idée de faire un roman policier dans le monde de Persona 4. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la position du roman dans l'histoire de Persona. Je l'ai dit, le roman sort en juin 2012, soit à peine 3 mois après Arena. Et bon, je sais pas si Mamiya a eu quelques infos privées d'Atlus, mais bon, voir 2 médias Persona non liés sortir à peine quelques mois d'intervalle et tous les deux développer la gamme d'Android d'Aegis, c'est assez rigolo. Les ressemblances ne vont pas s'arrêter là, puisque le robot introduit dans Detective Naoto, Susei Kurogami, a la même persona que Sho Minazuki, qui apparaîtra lui dans le 2e Arena. Mais bon, ça s'arrête là, et aujourd'hui il ne reste que de ce Persona X Detective Naoto qu'une réputation d'œuvre annexe plus vraiment canon, et qui n'est qu'aujourd'hui qu'une simple curiosité dont des traductions existent en ligne, mais qui n'a jamais été publiée de manière officielle en France. S'il y a un point de la licence qui nous est complètement connu en Europe en plus des pièces de théâtre, c'est les CD drama. Un CD drama, concrètement, c'est ça. C'est un CD, avec donc uniquement un support audio, qui ne contient que des discussions entre seiyuu. C'est un support qui est incroyablement démocratisé au Japon. Danganronpa, My Hero Academia, nombre de licences ont eu droit à leur CD drama, dont Persona. Comme pour les animés et les mangas, on compte un certain nombre de CD drama qui couvrent l'ensemble de la série, puisque même Persona 1 et Persona 2 ont eu droit à leur CD drama. Un CD drama assez obscur pour Persona 1, et un pour Persona 2 Innocent Sin, nommé The Error of Their Use, qui sert en partie d'introduction à l'autre Persona 2, Eternal Punishment. C'est Persona 3 qui va marquer l'âge d'or des CD drama Persona, parce qu'il va en avoir pas moins d'une douzaine. 5 d'entre eux, sortis sur le premier semestre 2008, vont constituer la collection Character Drama, en se centrant sur les relations entre les protagonistes, Makoto et Ryuji, Chidori et Junpei, des scènes de vie au dortoir, un CD centré sur Mitsuru, et le 5e sur Akihiko et Shinjiro. 2 autres CD drama sont eux sortis sous licence Persona 3 portable, et vont se concentrer pour l'un sur comment Kotone vit le festival d'été, et pour l'autre sur Makoto qui aide Bunkichi et Mitsuko. Les plus intéressants restent tout de même les 5 derniers, A Certain Day of Summer et les 4 dramas CD. A Certain Day of Summer raconte 4 histoires annexes. Mais le vrai gros morceau, ça reste les 4 derniers dramas CD. Daylight, Full Moon, Moonlight et New Moon. Full Moon et New Moon se concentrent en grande partie sur Mitsuru et sur comment elle va digérer émotionnellement les événements narratifs qui se passent début novembre. Pour Daylight et Moonlight, le focus est plus sur Aegis qui va faire la rencontre d'une jeune fille assez mystérieuse. Je reste assez évasif encore
encore une fois pour ne pas spoiler, mais sachez d'ailleurs que si vous avez déjà vu cet art de Persona 3, qui sont d'ailleurs assez populaires sur internet, et bah c'est les covers de ces 4 CD dramas, Daylight, Full Moon, Moonlight et New Moon. Pour Persona 4, on note déjà moins de dramas CD, et ce sera surtout là des courtes histoires qui vont être liées au casting, un peu à la manière des caractères dramas de Persona 3 ou de A Certain Day of Summer. On aura par exemple Teddy qui aura la tâche ardue de protéger le rayon électronique de Junes. Mais on peut aussi noter l'apparition de 2 dramas CD de l'animé, I Guess I'm Not Lucky et You'll Understand When You'll Get Older, qui étaient distribués avec la version physique de l'animé. Mais on a déjà un certain déclin du format drama CD, parce que seuls 7 dramas CD estampillés Persona 4 vont sortir, contre une douzaine pour Persona 3. Mais là, c'est sans doute à cause de la baisse de popularité du format. Baisse de popularité qui va s'observer vraiment avec Persona 5, qui n'aura lui qu'un seul drama CD, Persona 5 The Animation The Night Breakers, qui sera vendu en bundle avec l'OAV The Daybreakers, dont on a parlé précédemment dans l'iceberg. Lui, c'est Carl Gustav Jung, un psychologue suisse qui va publier énormément de travaux et créer à partir du début du XXe siècle ce qu'on va appeler la psychologie analytique. Alors, je vais être clair, mais de toute façon je pense que ça se voit et ça s'entend, mais j'y connais absolument foutrement rien en psychologie. Donc, je vais afficher durant toute cette entrée cette image de pincette en haut à droite pour vous rappeler de prendre tout ce que je vais dire avec des pincettes, justement. Donc, la psychologie analytique de Jung se sépare entre le conscient et l'inconscient. Un conscient qui est très difficilement accessible à un être et qui est lui-même divisé en plusieurs niveaux, le plus bas étant ce que Jung va appeler l'inconscient collectif. Le conscient et l'inconscient interagissent de plusieurs manières selon Jung, par le biais de maladies mentales, l'inconscient cherchant alors à protéger le conscient, les complexes qu'on pourrait ressentir dans de pression externe et sociale si forte qu'elles arrivent à pénétrer l'inconscient, et enfin les rêves qui pour Jung sont la forme de communication la plus forte entre quelqu'un et son inconscient. Mais Jung va aussi théoriser sur 2 concepts qui définissent le comportement de quelqu'un en société, la persona et l'ombre. Pour Jung, chaque personne se comporte différemment en société en fonction de leur situation, et va donc revêtir différents types de masques afin de s'ajuster et de jouer le rôle que la société attend. Et à l'opposé, on trouve les sentiments qu'on refoule pour entrer dans ces moules, et qui vont créer ce que Jung appelle l'ombre. L'ombre qui va se manifester sous forme de sentiments primitifs qui brouillent nos rapports à la société, des jugements, des rejets, des préjugés, et donc des peurs. Je vais m'arrêter là, mais le parallèle avec Persona est évident et pleinement assumé. Les shadows, des personnages qu'on croise dans les jeux, suivent parfaitement la définition qu'en fait Jung, même si on peut noter quelques différences suivant les jeux. Le côté influence et tentation sur le conscient de Jung se retrouve surtout dans Persona 2 et dans Persona 4, là où il est quasiment absent de Persona 5 où l'approche est différente, pour ne garder que l'aspect masque et personne sans le masque. Pareil pour les personas qui prennent la logique à l'envers. Par définition, une persona est censée être l'inverse de ce qu'en font les jeux. Et par jeu, je veux dire surtout Persona 4 et 5, vu que les ombres, comme l'entend Jung, sont quasiment absents du troisième jeu, et pour les 2 premiers, le rapport au persona est différent. Dans Persona 4 et 5, une persona est traitée comme le lien entre le soi et l'ombre, ou l'incarnation même de l'ombre qui a été acceptée. Ce qui ne marche pas, parce que par exemple, la manière dont agit Yukiko, en ne laissant pas paraître sa frustration d'être coincée à Inaba, ou Makoto qui agit comme la bonne petite soldate obéissante, c'est ça, des personas. À la limite, on pourrait se dire que la manière dont agissent Makoto, Yu et Ren pendant les Social Link, qui semble canoniquement varier, s'approche du concept de persona de Jung. Mais je chipote pour rien, car dans l'ensemble, le concept marche. Et il marche au point d'inclure la Sea of Souls et ses perturbations dans le scénario. Bah oui, c'est ça l'inconscient collectif dans Persona. Et en allant un peu plus loin, on pourrait aussi inclure dedans le terme True Self, qui est là aussi majeur à la série, et qui vient d'une psychologie proche de celle de Jung, celle de Donald Woods Winnicott, qui le définit comme une position et une réaction au plus proche de ce qu'on est, qui entraîne un sentiment de pleinement être vivant. D'ailleurs, il y a un autre terme qui est très cher à Jung, que j'ai pas employé et que la série n'emploie pas, mais qu'un autre jeu d'Atlus emploie. C'est le terme d'archétype. Comme quoi, le monde est petit. Voici Mott, ennemi et persona du 5ème opus. Persona qui a un skill bien particulier, à savoir infliger l'effet rat à un de vos personnages. Ce qui va donc le transformer en souris et le rendre au combat complètement inutilisable. Les modèles 3D de ces formes souris seront donc utilisés dans les combats contre Mott, qui apparaît dans le palais de Futaba, mais aussi dans le palais de Shido, puisque plusieurs énigmes de ce palais vous feront prendre cette forme. Mais donc, histoire d'être clair, faisons un bilan pour les voleurs fantômes. Ren, Ryuji, Morgana, Anne, Yusuke et Makoto peuvent se retrouver sous cette forme dans le palais de Futaba, et aussi celui de Shido. Haru peut prendre cette forme dans le palais de Shido, mais pas dans celui de Futaba parce qu'elle n'a pas encore été recrutée. Et enfin, Futaba, Akichi et Sumire ne peuvent pas prendre cette forme. Futaba parce qu'elle ne fait pas partie du groupe durant le palais de Futaba. C'est logique.
puis parce qu'elle ne peut pas faire partie d'un groupe actif, parce qu'elle est navigatrice, et donc elle n'est pas sur le terrain. Pour Akechi et Sumire, ils ne font juste pas partie du groupe durant les 2 palais. Mais, il existe dans les fichiers de Persona 5 et de Royal, les modèles 3D d'Akechi et de Sumire sous forme de souris. On sait pas vraiment pourquoi ces modèles existent, enfin on se doute bien que c'était pour être utilisé, et donc qu'à un moment, l'effet de statue ou la mécanique de transformation en souris était plus généralisé que limité au palais de Futaba et de Shido. Et c'est prouvable autrement qu'avec ces modèles 3D. Regardez cet extrait, qui date d'un trailer de septembre 2015. On y voit Ren, Ryuji, Morgana et Anne sous forme souris dans le palais de Kamoshida. Donc, sans doute qu'à la base, cette mécanique de transformation devait être plus répandue, et donc présente dans le palais de Sae, où on peut jouer Akechi. Mais ce trailer ne justifie qu'Akechi. Sumire, pourquoi est-ce qu'elle a une forme de rat, nom de dieu? Et bah en fait c'est encore plus nébuleux que pour Akechi. Est-ce qu'Atlus voulait pousser cette mécanique plus loin, en intégrant les souris soit dans le palais de Maruki, soit finir son intégration dans les donjons en la remettant dans chaque donjon? Est-ce que des mottes ayant accès au sort transformant en rat devaient se trouver dans le palais de Maruki, ou dans la nouvelle zone du Memento? Ou alors, c'était pour le repère des voleurs, parce qu'on peut adopter les formes souris des protagonistes qui en ont là-bas. Sauf Akechi vu qu'elle est toujours pas présente dans le jeu, et Futaba pour des raisons évidentes. Pour moi, c'est forcément l'une de ces 3 théories, mais reste que dans les faits, rien n'a été utilisé, et la forme rat de Sumire reste, au final, inutilisée. Dans Persona 3, durant le socialing de Yuko, vous faites la rencontre d'un gamin qui n'a à première vue rien de particulier. Sauf quand on s'y penche de plus près, parce que ce garçon a comme nom garçon au t-shirt jaune, et qu'il a l'air passionné par la course à pied. Il n'en fallait pas plus pour que ce garçon devienne Ryuji de Persona 5. À première vue, on dirait juste une théorie idiote sans fondement, mais c'est une théorie qui a plusieurs arguments. Le code couleur jaune et la course, ok, mais il y a aussi l'argument spatial, de la proximité entre Gekukan et Shujin. Shujin se situe au niveau de la gare d'Aoyama Ichome. Pour Gekukan, Tatsumi Port Island est un lieu fictif, mais il est assez probable que ce soit inspiré de l'île artificielle d'Odaiba. Théorie qui sera appuyée par une conversation non utilisée de Royal, où Ryuji dit que Gekukan se situe justement sur cette île artificielle. Île artificielle qui est située non loin d'Aoyama Ichome. Donc il est tout à fait possible que Ryuji ait passé son enfance à Odaiba avant d'aller dans un autre lycée de Tokyo, à savoir Shujin. Pareil pour le côté temporel, où là aussi, ça colle. Le garçon au t-shirt jaune dit être en CM1 lors du socialing de Yuko. Et quel âge a-t-on en CM1? Entre 9 et 10 ans. Et quel âge avait Ryuji en 2009, année de Persona 3? Entre 9 et 10 ans. Bon, en vrai, rien n'indique concrètement que Ryuji soit bel et bien ce garçon, et la théorie n'est pas parfaite. Par exemple, pourquoi est-ce que Ryuji parle d'Odaiba et pas de Tatsumi Port Island dans la conversation supprimée? Mais le plus gros problème vient de Persona 3 Reload, qui a complètement changé ce garçon au t-shirt jaune pour le remplacer par un garçon bien plus lambda. Dans les faits, ça n'invalide concrètement rien, mais ça rajoute un peu du plomb à l'aile de cette théorie qui se basait beaucoup sur le lien entre le jaune du garçon et le jaune de Ryuji. L'ensemble de l'arc de Persona 3 qui se conclut sur le recrutement de Fuka Yamagichi tourne autour de sa disparition. Disparition dans le Tartare qui l'amène à disparaître durant 10 jours. Cependant, lorsque vous la retrouvez, elle a l'air dans un plutôt bon état. Alors qu'on parle d'une lycéenne mine de rien assez frêle, sans défense, sans vivre et sans eau, qui se retrouve téléportée dans une tour à l'architecture incompréhensible, qui est remplie de créatures hostiles, et ce pendant 10 jours. Et le seul contre-coup qu'elle va ressentir sera celui du premier réveil de sa persona Lucia, que Makoto va aussi ressentir au début du jeu, d'où son hospitalisation. Donc, a priori, elle a aucune séquelle d'avoir passé 10 jours sans rien bouffer, sans rien boire, dans un lieu où tu peux crever à tout instant. Donc, comment est-ce que Fuka a fait? Eh bah, elle a pas passé 10 jours dans le Tartare, très loin de là. En fait, elle y a passé 10 heures, en tout cas de son point de vue. Et tout ça, c'est à cause de l'endroit où le Tartare se situe en dehors de la Dark Hour, à savoir, dans un néant absolu, nulle part. En fait, en dehors de la Dark Hour, et donc quand le Tartare est Gekukan, on peut supposer que ce qui correspond à Gekukan redevient Gekukan. Mais Fuka, elle était très haut dans le Tartare, elle était dans le 2e bloc, et donc elle s'est simplement vaporisée, et elle est réapparue à la prochaine Dark Hour. Le Tartare existe simplement pendant la Dark Hour, et à la fin de celle-ci, il voyage simplement jusqu'à la prochaine Dark Hour. C'est ce qui explique pourquoi Fuka est en aussi bon état, et pourquoi personne ne l'a retrouvée alors qu'elle n'était qu'enfermée dans le gymnase du lycée. Lieu qui est pourtant énormément utilisé. Simplement, lorsque le Dark Hour a commencé, elle se retrouvait téléportée très haut dans le Tartare, a sûrement vagabondé un peu jusqu'à être dans un endroit où elle ne pouvait pas se retéléporter avec Gekukan, et elle est restée coincée et a donc voyagé de Dark Hour en Dark Hour, ce qui explique son état plus que correct lorsque Akihiko, Junpei et Makoto vont la retrouver.
Power Ranger, j'imagine que ça doit vous dire un truc, et si c'est pas Power Ranger, c'est au moins une autre série de Super Sentai, peu importe votre âge. Eh bien, Persona possède aussi sa série de Super Sentai, Phoenix Ranger Featherman. La série est née dans Persona 2 Innocent Sin, et elle va depuis apparaître dans chaque jeu principal. Dans Innocent Sin, la série est introduite comme divertissement pour enfants que le casting a connu dans sa jeunesse, mais elle aura aussi un rôle narratif assez important. Tout simplement parce que l'obtention des personnages ultimes d'Innocent Sin se fait grâce à des masques de Featherman. Il est possible de récupérer 4 masques de Featherman dans le donjon du mont Iwato, chacun débloquant une persona ultime une fois à certains boss vaincus. Dans Persona 3, Ken mentionne avoir des figurines de Featherman, en tout cas de la dernière série à l'époque, Phoenix Ranger Featherman R, et en plus de ça, il sera possible de voir chaque dimanche pendant le jeu un épisode de Featherman, avec quelques exceptions, notamment les dimanches qui sont dédiés à l'intrigue. Persona 4 gardera Phoenix Ranger Featherman R et ne créera pas de nouvelle série, sans doute à cause de la proximité temporelle des 3e et 4e jeux. Kanji dira qu'il a été un fan de la série par le passé, quand pour avoir des enfants jouer à Featherman quand Yu travaillera à la garderie. Persona 4 Golden va ajouter des costumes achetables à Okina qui donnent à chaque membre de casting jouable un animal et une couleur. Juste après, Persona 4 Arena Ultimax va les ramener sur le devant de la scène. Il va faire ça avec une nouvelle série de Featherman, Phoenix Ranger Featherman Victory. Contrairement aux autres saisons de Featherman et même aux quelques autres Super Sentai que je connais, le rôle du leader n'est pas joué par Rouge, mais par Rose qui est joué par Yukari. Yukari qui est devenue actrice de Super Sentai après Persona 3 et qui a pas mal de succès. Et c'est d'ailleurs de là que vient le costume assez étrange qu'elle a dans Arena. C'est juste qu'elle sort à peine d'un tournage, donc forcément elle vient en costume de Ranger Rose. Et enfin Persona 5 où plusieurs saisons vont se croiser. Bien évidemment, en tant que cliché de la nerd, Futaba va avoir pas mal de merch Featherman dans sa chambre. Des posters tirés de Featherman R et des figurines tirées de Neo Featherman que Yusuke va réorganiser en leur donnant la pose du commando Ginyu. Deng et Royal ajouteront à ça des costumes, un jeu rétro, Featherman Seeker, mais aussi la All Out Attack de Futaba où les petites figurines seront présentes. La série Featherman va même finir par dépasser le cadre de Persona, puisque dans Devil Survivor 2, le personnage de Joe dira être fan de Featherman from the Ashes. Côté origine, Featherman ne sort pas de n'importe où, puisqu'il s'agit d'une grosse référence à une vraie série de Super Sentai, Chojin Sentai Jetman. L'inspiration pour faire des rangers oiseaux vient de là. Quand la plupart des épisodes visionnables dimanche dans Persona 3, en tout cas leur titre et leur rapide description, sont basés sur de vrais épisodes de Chojin Sentai Jetman. Et enfin, on peut noter que les costumes, donc majoritairement ceux apparus avec la trilogie Dancing, mais aussi les 4 personnages de Persona 2, semblent suivre certains codes. Bien évidemment, Tatsuya, Makoto, Yu et Ren sont en rouge puisqu'ils sont les leaders. Les personnages qu'on peut considérer comme des sidekicks ou en tout cas des partenaires proches sont en jaune, donc Eikichi, Junpei, Yusuke et Ryuji. Lisa, Yukari, Yukiko et Anne sont toutes les 4 des jeunes femmes considérées comme assez féminines, elles héritent donc du rose. D'ailleurs, Rise aurait pour moi plus collé que Yukiko, mais bon, Rise est une navigatrice donc bah pas le choix. En parlant de navigatrice, Fuka et Futaba sont toutes les deux en vert, mais pas Rise qui récupère du violet, sans doute à cause du lien assez évident entre le vert et Chi. Et enfin, les 3 mascottes dotées de costumes, Aegis, Teddy et Morgana, ont tous les 3 des costumes qui vont du blanc au noir. Blanc pour Teddy, noir pour Morgana et gris pour Aegis. Donc, mon cher Jun, je suis très heureux de t'apprendre que, de par le théorème de Featherman, tu es la mascotte de Persona 2. Il y a eu énormément de théories et de rumeurs qui ont circulé autour de Persona, et on a parlé de plusieurs d'entre elles que je considère comme plus ou moins crédibles, et on va continuer à en parler. Mais là, on fait face sans doute à la théorie sur Persona qui est l'une des plus répandues, celle qui voudrait qu'à la base, le tueur de Persona 4 ne soit pas Adachi. Ça, pour le coup, c'est vrai. C'est quelque chose qui va être confirmé dans l'artbook, qui va inscrire noir sur blanc qu'Adachi était à la base censé être un leurre, d'où son premier design qui le rend bien plus suspicieux que l'Adachi qu'on connaît tous. Mais c'est aussi cet artbook qui va faire naître la théorie qui nous intéresse, celle qui voudrait que Dojima était à la base censé être le tueur. Et c'est une théorie qui essaye d'utiliser la situation de Nanako après son arc, parce qu'elle est censée mourir puisqu'elle est tombée dans le Midnight Channel, mais elle meurt pas, tout ça, et bon, la théorie est... Ouais, pas sûr que la vanne soit bien placée, surtout après une phrase où je parle d'un gosse. À aucun moment, Dojima n'était pensé comme tueur dans Persona 4. Tout part d'une mauvaise traduction de cette image. Cette image, qui est issue de l'artbook du jeu, qui présente le premier design de Dojima et qui précise qu'il a été changé puisque ressemblant trop à quelqu'un se faisant arrêter par la police. La communauté a simplement compris ça comme qu'il ressemblait trop à un tueur, quand en vrai, ils ont juste atténué son côté un peu bourru. Donc oui, Dojima n'a jamais été pensé comme étant le tueur, même si l'indice final qui amène Yu à désigner Adachi, à savoir ses capacités à accéder à la maison de Dojima, aurait très bien pu rendre Dojima suspect également. Mais d'ailleurs, cette entrée s'appelle la fausse première identité du tueur. Ça veut dire qu'il y en a une autre, une vraie première identité, mais pour ça, il faudra attendre la 3e partie de cet iceberg.
qui a réalisé les openings des jeux Persona. C'est vrai ça, parce qu'on les voit les openings, mais en vrai c'est qui les a animés. Vous vous attendez à ce que je sorte qu'on ne le sache pas, comme beaucoup trop d'entrées de cet iceberg, sauf qu'on le sait, et ce grâce au générique de fin du jeu. Et vous allez le voir, il y a certains noms qui sont mine de rien assez stylés. Pour Persona 1, l'opening qui reste assez simple a été réalisé en interne par Atlus. La ressortie PSP mentionne un certain Masaki Ishii pour l'opening animation. Sachez qu'une personne du même nom a aussi travaillé sur les openings 3DS de Fire Emblem. Après, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un homonyme, on sait pas. Pour Persona 2, on a des infos pour les openings des versions PSP. Pour Innocent Sin, il s'agit du studio Satellite. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'un des 3 noms qui est à l'origine de l'anime Fairy Tail, Satellite quittant le projet après l'épisode 175. En dehors de ça, ils ont bossé notamment sur pas mal de projets liés à Macross. L'opening d'Eternal Punishment est lui signé par le studio Madhouse. Ah, je vous avais dit qu'il y avait des noms mine de rien assez stylés. Madhouse, c'est Nana, c'est Death Note, c'est Hunter x Hunter, c'est High School of the Dead, c'est Parasite, c'est No Game No Life, c'est Overlord, c'est Decopé Destiny, c'est Orb, c'est plein de choses. Et c'est donc aussi Persona 2 Eternal Punishment, en tout cas l'opening. Pour les 3 Persona 3 des années 2000, c'est le studio Point Pictures qui s'est chargé de l'ensemble des cinématiques animées. Et c'est un nom qui normalement ne vous dit là aussi pas grand chose, et là pour le coup c'est normal. Point Pictures, c'est un studio d'animation qui n'a jamais eu à charge la réalisation de l'ensemble d'un projet, et qui souvent ne se charge que d'opening ou de certains trailers, comme le trailer du 7ème tome de Sakamoto Days, ce qui explique pourquoi les cinématiques de Persona 3 semblent aussi cheap, low cost, bref, qu'elles ne font vraiment pas d'actualité et que déjà à l'époque on trouvait vraiment beaucoup mieux. Pour Reload, c'est Wit Studio. Encore une fois, je vous avais dit que les noms étaient pas dégueulasses du tout. Pour Persona 4 et Persona 4 Golden, on est sur une collaboration entre les studios A1 Pictures et le studio Ibari. A1, vous devez connaître, surtout que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, via la vidéo sur Seven Deadly Sins, mais aussi via la première partie de cet iceberg, parce que A1 Pictures, pour rappel, c'est eux qui ont fait l'animé Persona Trinity Soul. Ibari, vous devez sûrement un peu moins connaître, mais c'est ceux qui ont fait l'animé Major, ou plus récemment, enfin en 2009, l'animé Yumero Pâtissière. Pour Golden, rien ne va changer, même si on peut noter l'ajout de Madhouse pour une collaboration sur l'opening. Et pour Persona 5, l'opening sera cette fois signé par Production IG, que vous avez notamment vu aux commandes sur Sawako, sur Psychopath, sur IQ, ou plus récemment sur Kaiju Number 8. Côté Persona 5 Royal, ça sera MAPPA, studio fondé en 2011, qui a depuis gravi les échelons jusqu'à être aujourd'hui parmi les studios les plus reconnus, avec des adaptations comme Jutsu Kaisen, Chainsaw Man, ou plus récemment le reboot de Ranma 1/2. Ascension qui ne s'est pas faite sans son lot de controverses, mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, Ren a comme persona majeur Arsène, ce qui lui colle extrêmement bien, au point que Arsène accompagne Joker dans Smash. Cependant, ça a pas toujours été le cas. Au départ, Ren aurait pu avoir comme persona le démon Mephistopheles, qui provient de plusieurs légendes britanniques et qui a notamment inspiré le personnage du même nom dans Blue Exorcist. C'est Katsura Ashino qui va le révéler durant l'un des épisodes du Persona Stalker Club. Et comme pour l'histoire avec les modèles de souris, on a des traces tangibles de cette affirmation. Dans Persona 5 ? Non. Plutôt dans Persona 4 Arena Ultimax. On trouve dans les fichiers du jeu plusieurs exécutables et fichiers audio laissant supposer qu'un personnage nommé Persona 5 Hero était à la base prévu. P5 Hero. Persona 5 Hero. Mais on trouve aussi un fichier audio de Persona qui dit Mephistopheles. Très facile de faire le lien pour au final se dire qu'au départ, Ren aurait peut-être dû apparaître pour la première fois dans la série, non pas dans Persona 5, mais en tant que personnage teaser de Ultimax, soit 2 ans avant le 5ème opus. Je reste tout de même curieux de savoir si Atlus avait joué le jeu à l'époque jusqu'à l'inclure au scénario, ou si c'était qu'un simple personnage bonus et teaser, histoire de faire un peu patienter les fans pendant l'attente de 8 ans entre le 4ème et le 5ème jeu. Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload ont tous les deux été annoncés lors du Xbox Game Showcase du 11 juin 2023, avec chacun un trailer. Cependant, si vous saviez ou fouillez, vous étiez déjà au courant. Il s'agissait d'une quête vous demandant de fouiller les recoins les plus sombres d'internet, d'affronter moult dangers et d'éviter les ninjas d'Atlus qui vous demandaient simplement d'aller sur leur compte Instagram. Je rigole pas. Le 8 juin, soit 3 jours avant le Xbox Game Showcase, le compte Atlus West a tout simplement mis en ligne les trailers des 2 jeux. Trailers qui seront supprimés peu après. C'était pas vraiment la première fois que les 2 projets faisaient parler d'eux. Fin 2021, un domaine web du nom de p3re.jp avait été déposé, domaine qui sera renouvelé début 2023 quand un autre domaine, p5t.jp, sera ajouté à la liste. Mais il y a aussi le leak de Yukari, où une vidéo de la chirurgie de Yukari va leak environ 2 mois avant l'annonce de Reload, ce qui avait déjà globalement leak à l'époque l'existence d'un remake de Persona 3.
Au vu du personnage à qui appartient le palais, et de l'esthétique très typée égyptienne, il était logique de voir le palais de Futaba être rempli de graphies et de symboles rappelant une certaine esthétique geek. Par exemple, ces sphères qu'on retrouve plusieurs fois dans le donjon, on peut trouver dessus deux choses. Déjà, ce qu'on appelle des kaomoji, un type d'émoticône extrêmement populaire au Japon, mais c'est pas tout. Toujours sur ces sphères du palais, on peut à un moment voir ce code barre. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 6. Et bah c'est un vrai code barre qui emmène vers un lien VGA fonctionnant avec une Wii et une PS3. Et enfin on a ce QR code qui mène à un site qui montre une offre d'emploi pour Atlus. 10 ans après, l'offre n'est plus accessible, mais peut-être que l'un des employés d'Atlus a été recruté parce qu'il a scanné un QR code dans Persona 5. Ça, c'est la PlayStation Portable, ou PSP, la première console portable de Sony, ce qui veut dire qu'elle a dû convaincre sur son concept et ses capacités. Et donc, faire des démos techniques. La plus célèbre d'entre elles reste Duck in Water, qui va notamment inspirer un jeu sur PlayStation 3 par la suite. Mais celle qui va nous intéresser s'appelle Big Bang Bang. C'est un petit FPS où vous contrôlez à la première personne un vaisseau qui doit détruire des boules qui sortent du détente du dos. Et bah sachez que dans les fichiers de la version PSP de Persona 2 Innocent Sin, on peut trouver deux images liées à cette démo. Deux images servant surtout pour les menus de la PSP, et ce qui est d'autant plus étrange, parce que Innocent Sin est sorti en 2011, soit 7 ans après la sortie de la PSP, donc qu'est-ce que des fichiers d'un jeu, qui n'est même pas vraiment un jeu vieux de 7 ans, foutent dans Persona 2? Peut-être qu'il y a juste un très gros fan de Big Bang Bang chez Atlus. Soit ça, soit ils ont oublié une merde. Si vous traînez un petit moment à lire les titres des succès de Persona 5, vous remarquerez assez vite que chacun des 7 donjons majeurs du jeu est lié à l'un des péchés capitaux de la religion chrétienne. Mais ce n'est pas tout, puisque chaque boss du jeu a un titre de démon qui lui est attribué, ce qui appuie encore plus le péché qui leur est attribué. Kamoshida et son donjon sont liés au péché de la luxure, et on est très clairement sur l'un des plus évidents. Tout chez Kamoshida et son donjon crie la sexualité malsaine et sa recherche abusive de plaisir. Et le titre d'Asmodeus qu'obtient la forme boss de Kamoshida est parfaitement justifié. Asmodeus, c'est un donjon qui est énormément associé à la luxure. Madarame et son donjon se voient attribuer le péché de la vanité. Et vous devez sûrement vous dire que la vanité n'est pas l'un des 7 péchés capitaux. Luxure, gourmandise, envie, avarice, paresse, colère et orgueil. À aucun moment la vanité n'en fait partie. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça. La vanité, c'est une forme d'orgueil. Et une forme d'orgueil qui colle parfaitement à Madarame. Surtout quand on prend la définition de Nietzsche. La vanité est la peur de paraître original. Ce qui, vous vous en doutez, résume parfaitement Madarame, qui s'accapare le succès et les productions d'autrui. Le lien devient d'encore plus évident quand on prend la forme latine de vanité, vanitas, qui est dérivé de vanus, qui veut dire vide. Le jeu lui attribue le démon Azazel, ce qui, là aussi, colle. Azazel, c'est l'un des anges déchus qui a enseigné aux hommes comment créer des épées, des couteaux et des protections, ce qui a conduit ces derniers à se croire invincibles. Donc, des hommes qui, derrière les créations d'un autre, se croient invincibles. Pour Kaneshiro, je vais là aussi aller assez vite. Et malgré la présence d'une banque en tant que palais, son péché est la gourmandise, en se centrant avant tout sur un plaisir assez gastronomique. Kaneshiro, c'est de loin le plus bedonnant des antagonistes. Mais sa gourmandise se manifeste aussi, et surtout dans son désir d'avoir le plus d'argent. Côté démon, il est associé au démon Bael, un démon associé à la ruse, voire à l'invisibilité. Ce qui, là aussi, colle très bien à Kaneshiro, qui se cache de la police et de la société. Cependant, son apparence de mouche renvoie plutôt à l'autre nom connu du démon Bael, celui de Belzébub, régulièrement représenté comme un insecte gigantesque, d'où son titre de Seigneur des Mouches. Futaba, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Les succès attribuent à son donjon le péché de la colère. Sauf que ça colle à première vue absolument pas. Et si Futaba devait être associé à un péché, ce serait plus celui de la paresse. Sauf que la Shadow de Futaba essaye de faire naître chez Futaba une colère. Une colère certes justifiée, mais une colère tout de même existante. Et c'est ce qui se manifeste dans le boss du donjon, la version cognitive de Wakaba, Ishiki. Pour ce qui est des titres de démons, aucun n'est lié ni à Shadow Futaba, ni à cette version cognitive de Wakaba, donc je vais passer sur ça. Okumura, on est sur un péché assez simple et évident, l'avarice. Okumura est un homme d'affaires qui cherche donc à rendre son entreprise plus puissante par tous les moyens possibles. Pour ce qui est de son démon, il est associé à Mammon, démon qui est énormément attiré par les métaux précieux trouvables en enfer. Bon, en vrai, je pense que Kaneshiro et Okumura auraient pu être interchangés. Les deux marchent dans les deux cas, mais avoir Okumura en gourmandise et Kaneshiro en avarice, pour moi ça aurait aussi pu marcher. On passe à Sae avec la jalousie ou l'envie. Là aussi ça saute pas directement aux yeux, mais c'est un péché qui marche parfaitement. Et c'est peut-être même l'un de ceux où ça marche le mieux. Sae a toujours envié les autres. Ses collègues masculins qui ont un parcours, une carrière et un statut qui lui sont supérieurs, ou Makoto qui a une vie plus facile qu'elle, en ne devant pas subvenir à ses besoins ou même en ne se souvenant pas de leur mère et donc en n'ayant pas dû faire son deuil. Et puis surtout les
les voleurs fantômes, qui créent par leurs actions le choc nécessaire à la réforme judiciaire qu'elle rêvait de créer. Sae est une adulte détruite par son envie des autres, et la pression que lui amène sa profession de procureur, ce qu'on voit avec son palais, qui transforme un tribunal en casino. Et donc, elle joue absolument toute sa carrière à chaque procès. Son démon est le Léviathan, un démon qui a plusieurs représentations. Son incarnation la plus connue est celle d'une créature marine titanesque qui a notamment inspiré le Pokémon Kyogre. Mais Sae peut plus être liée à la représentation moyenâgeuse du Léviathan, celle d'un démon dont la bouche dévorant les âmes symbolise leur entrée en enfer. Et on peut faire un lien assez cool avec sa profession. Sae est procureur. Et donc, c'est en parlant pendant des procès qu'elle condamne des âmes à l'enfer, et donc à la prison. On peut même aussi simplement faire le rapport avec la narration de Persona 5. Car pour rappel, jusqu'à la fin de cet arc, tout Persona 5 n'est qu'un flashback de Ren qui raconte son expérience et son année passée à Sae. Et suivant ce que Ren va dire à Sae, il va la convaincre ou non de son plan pour démasquer Akechi, et va donc en découler le piège pour emmener Akechi à nouveau dans le métaverse. Et si Sae n'est pas convaincue, elle ne va pas suivre le plan et Ren va mourir. En d'autres termes, c'est Sae et ce qu'elle va dire à Akechi, donc ce qui va sortir de sa bouche, qui va déterminer si oui ou non Ren meurt et finit donc en enfer. On passe à Shido qui incarne l'orgueil. Un orgueil qui le pousse à se croire supérieur à Dieu, à être l'élu qui poussera le Japon vers le haut, le nouveau Noé qui sauvera la civilisation avec l'arche qu'est son palais. Son démon est là aussi assez évident puisqu'il s'agit de Samael, le démon à l'origine du péché originel, Ève qui mange le fruit, tout ça. Mais Samael est aussi plus connu sous le nom de Satan. Ne reste alors qu'un seul péché, la paresse, apparentée à tout l'arc au final de Persona 5, et donc aux profondeurs du Memento et à Yaldabaoth. Le péché de la paresse fonctionne, en illustrant la paresse individuelle et la volonté de suivre la masse et le mouvement avant tout. Ce que le jeu illustre avec la popularité inouïe de Shido et les quelques dialogues de PNJ rencontrés dans les profondeurs qui sont satisfaits de cette situation et de cette paresse presque apathique. Et pour ce qui est du démon, Yaldabaoth est apparenté à un faux dieu qui emprisonne les âmes dans des corps physiques afin d'asseoir son contrôle. Ce qui, paraphrase globalement ce qu'il fait dans Persona 5. On va faire une petite pause ici. On vient d'explorer ce troisième tiers et on est donc rendu à peu près à la moitié de l'iceberg. On est sous l'eau, il commence à faire assez froid, mais il y a encore pas mal de chemin. On va continuer à avancer, on va continuer à s'enfoncer. Bienvenue dans le quatrième tiers de l'iceberg, bienvenue dans Adyeshar. J'en ai plusieurs fois parlé jusque-là, mais je n'ai jamais présenté le concept du repère des voleurs, l'un des plus gros ajouts de Persona 5 Royal. Globalement, c'est un mode annexe, vous pouvez accumuler des figurines, des statues et différents concept art du jeu dans ce qu'on peut considérer comme une grosse galerie, qui contient aussi un mini-jeu, le Magna. Concrètement, c'est juste un Daifugo, et le Daifugo, c'est la variante japonaise de notre jeu de cartes du président. Et lorsque vous jouez à ce Magna, vous allez affronter des voleurs fantômes, dans des configurations qui vont être choisies aléatoirement avant le lancement du jeu et que vous pouvez voir dans le menu de configuration de la partie. Et c'est des configurations qui sont aléatoires, oui, mais pas totalement, parce qu'il existe deux configurations qui sont tout simplement impossibles. Akechi ne pourra jamais jouer ni avec Futaba, ni avec Haru. Et c'est la seule configuration que le jeu a rendue impossible. Pourquoi ? Simplement par rapport au scénario de Persona 5. Wakaba Ishiki et Kunikazu Okumura sont morts d'une rupture psychique. Et qui provoquait les ruptures psychiques ? Akechi. Futaba et Haru refusent simplement de jouer aux cartes avec l'homme qui a tué leur mère ou leur père. J'ai parlé un peu plus tôt de la théorie qui veut que ce garçon soit Ryuji de Persona 3. Et il y en a forcément d'autres des théories comme ça avec une licence aussi large que Persona. Et l'une de ces théories fait de Naoto Shirogane de Persona 3 la petite sœur de Makoto Yuki, le protagoniste du troisième jeu. Comme avec Ryuji, la théorie semble globalement cohérente et les liens entre les deux personnages sont assez évidents. Les deux ont une ressemblance physique qui est en grande partie due à leur chevelure bleue, ils ont une corpulence qui semble assez similaire et Naoto utilise un pistolet qui est pour rappel une arme qu'utilise énormément Persona 3 dans son imagerie. Certaines représentations de Naoto, notamment l'animé de Persona 4, vont même la présenter avec des yeux bleus, comme Makoto. Au niveau des dates, là aussi ça a l'air de coller, puisque Naoto aurait eu 4 ans lors de l'accident amenant à la mort des parents de Makoto. Et puis on peut imaginer que la famille Shirogane l'ait adopté peu après, et puis on ne connaît pas les parents de Naoto, et il serait apparemment mort dans un accident de voiture, exactement comme ceux de Makoto. Mais
Mais il y a aussi des zones d'ombre qui posent problème, et là bien plus qu'avec Ryuji. Le plus gros problème, c'est Aegis. Je vais pas vous refaire Persona 3, mais Aegis a scellé une portion de Death dans Makoto pour l'affaiblir. Donc, si Naoto était bel et bien présente dans cette voiture, puisque c'est celle de ses parents, pourquoi Aegis n'aurait-elle aussi pas scellé une partie de Death dans Naoto? Peut-être que Naoto était transformé en cercueil durant la Dark Hour, mais le potentiel d'une persona n'est pas censé immuniser contre la transformation en cercueil? Et là je pense que vous voyez où je veux en venir. Pour Yuji et le gamin du Social Link de Yuko, rien d'important scénaristiquement bloquait la théorie. Le gamin de Persona 3 ne sert que dans un seul Social Link, et basta. Mais là, toute la situation de Makoto avant le début du jeu et la conclusion de celui-ci découle de l'incident de 1999, et donc de sa situation familiale. À savoir qu'Aegis a utilisé le seul être humain accessible pour servir de réceptacle à un fragment de Death. En soi, on pourrait justifier la non-utilisation de Naoto à ce moment-là. Peut-être qu'elle était ailleurs, comme chez ses grands-parents, peut-être que pour l'histoire de la Dark Hour, son potentiel est différent, vu que Sukuna Ikona s'est éveillé via la Midnight Channel et non la Dark Hour. Mais bon, là, on part vraiment trop loin dans la supposition, et c'est jamais bon signe quand on veut théoriser sur ça. La théorie, dans l'idée, elle reste cool, mais là où je suis assez enclin à croire celle sur Yuji, pour celle-là, vraiment moins. Peu importe combien de jeux Persona est-ce que vous avez fait avant de regarder cet iceberg, vous connaissez forcément Igor. C'est un personnage central à la Velvet Room et même à la série dans son ensemble, puisque c'est l'un des rares personnages qui apparaît dans chaque jeu de la série. Cependant, Igor ne change jamais, alors qu'il s'écoule canoniquement presque 20 ans entre Persona 1 et Persona 5. Peut-être que c'est à cause du temps qui fonctionnerait différemment dans la Velvet Room, ou peut-être simplement qu'Igor est mort. Parce qu'Igor, en tout cas ce qu'on voit, n'est mort, ou plutôt n'a jamais été un être vivant. C'est indiqué par un livre guide des premiers jeux, le Persona World Guidance. C'est évident au vu de son apparence, mais Igor n'est pas humain. C'est à la base une poupée fabriquée par quelqu'un de mystérieux qui a ensuite acquis la capacité de penser grâce à un rituel. À cause de son origine, Igor se demande constamment s'il est humain ou non. Il pourra quitter la Velvet Room une fois qu'il aura la réponse à cette question. C'est étonnamment triste, et c'est loin d'être la seule histoire triste autour d'Igor. Mais pour en savoir plus, il va falloir encore descendre un peu dans l'iceberg. Au début de chaque jeu Persona, vous devez indiquer le nom de votre protagoniste, généralement en signant un contrat. Pour Persona 3, ça ressemble à ça. Un menu pour entrer votre nom, avec dans le fond une image de contrat, soit rien d'anormal a priori. Cependant, il existe dans les fichiers du jeu cette image. Cette image qui ressemble énormément à ce que je viens de vous montrer. À une exception près, il n'y a pas marqué contract, mais certificate of mariage. Et à partir de là, les esprits se sont logiquement échauffés. Est-ce qu'on aurait pu se marier avec le Social Link? Est-ce que les Social Link auraient pu avoir plus de 10 niveaux et amener jusqu'à un mariage? Calmez-vous. Je rappelle que Makoto, il est mineur, et que genre quasiment toutes les romances le sont aussi. Le plus probable, c'est que cette image soit simplement une première version du menu du contrat, et que donc Atlus ait modifié une image existante pour la foutre dans le jeu. Ce qui est complètement crédible d'ailleurs, mais pour des réponses qu'on verra à la fin de l'iceberg. Je finirai cette entrée en parlant du nom qui est rentré dans l'image, parce que oui, c'est pas un screen d'un menu caché, c'est une image qui est telle quelle dans le jeu. Bref. Il y a un nom qui est rentré, et ce nom, c'est celui de Shinjiro Aragaki. Voilà, je sais pas pourquoi c'est ce nom-là, mais il est là. Peut-être qu'il y a un grand fan de Shinjiro chez Atlus qui s'est un peu amusé, ou peut-être qu'il y a des raisons, type je sais pas, ça teste beaucoup de caractères, mais bref, c'est le nom de Shinjiro qui est rentré. Me demandez pas pourquoi. Il existe dans les fichiers de la version américaine de Persona 4 un bug. Un bug qui fait apparaître sur l'écran de certaines personas cette icône. Cette icône qui porte dans les fichiers du jeu le nom de Kakusei, mais ce qu'on pourrait globalement traduire par l'œil de l'éveil. Et c'est une icône qui apparaît généralement sur l'écran de stade de Susanoo O, la persona évoluée de Yosuke. Le nom de l'icône et le type de la persona sur laquelle le bug se produit a donné naissance à une théorie. Une théorie qui voudrait que cette icône aurait pu servir à indiquer quelle persona avait atteint sa forme finale, sa forme évoluée. Parce que faut se dire que c'est une mécanique qui a énormément évolué tout au long de la série. Persona 1 et la duologie du 2 demandaient d'obtenir des objets bien spécifiques, puis est arrivé Persona 3 qui lui va intégrer les éveils de Persona au scénario. Persona 4 va lui mettre en place une formule qui est encore suivie dans le 5, à savoir faire de ces éveils de Persona une récompense des Social Link, et donc refaire de ces éveils quelque chose qui est ratable. Donc peut-être que cet œil de l'éveil devait à la base simplement indiquer ça, quelle Persona était une Persona évoluée qui provenait donc de la complétion d'un Social Link.
Et je pense que vous voyez pourquoi, si c'est ça, ça a été dégagé. On sait quel social link on a dégagé, on sait quel personnage a fait évoluer sa persona, surtout que bon, ils ne peuvent plus en changer de persona depuis Persona 3. Donc ça servait vraiment à rien d'indiquer ça, et ça fait qu'aujourd'hui il ne reste de cette mécanique dont on ne connaît même pas le vrai sens que ce bug présent uniquement dans la localisation américaine de Persona 4. Voilà, Hifumi Togo, l'un des social links de Persona 5, et de mon point de vue l'un des meilleurs personnages du jeu, mais là n'est pas le sujet. C'est un personnage qui a beaucoup évolué au fur et à mesure du développement. Voilà son premier concept art, et on est très loin de l'Hifumi qu'on connaît. Et en vérité, un peu plus proche de ce que deviendra Futaba dans le produit final. Style vestimentaire assez urbain, lunettes, présence de ce qui semble être un ordinateur et donc potentiel lien avec l'informatique, assez difficile de l'imaginer avoir la personnalité de l'Hifumi qu'on connaît, et c'est normal, parce qu'à la base, Hifumi devait être une protagoniste et une membre des voleurs fantômes. À l'époque où l'on avait décidé que Makoto aurait un rôle de stratège auprès de l'équipe du héros, on voulait également intégrer un autre stratège, plus terre à terre. C'est à ce moment-là qu'on a créé un personnage qui deviendra Hifumi bien plus tard. Cependant, au fur et à mesure du développement, Makoto a fini par avoir ses deux traits de personnalité, et ce personnage a été abandonné. Elle n'a été intégrée définitivement au jeu qu'une fois les discussions sur les social links commençaient, en prenant alors le nom d'Hifumi Togo. On a dû la retravailler pour qu'elle colle un peu plus à son rôle, donc nous sommes partis sur un design de beauté typiquement japonaise qui dégage une certaine aura d'intelligence. Suijima et Ashino confirmeront ce que dit l'artbook, ce que je viens de vous dire, dans l'épisode 5 de Persona Stalker Club V, où ils confirmeront bel et bien que oui, ce personnage abandonné était Hifumi, et ils apportent un peu plus d'éléments. Proto Hifumi a surtout été abandonné parce que le scénario du jeu commençait déjà à être pas mal conséquent, et que donc, si elle était une voleuse fantôme, elle aurait dû avoir son arc, son donjon, bref, son développement à elle intégré au scénario, et ils avaient peur que le jeu ne finisse par être un peu trop long avec un arc obligatoire qui mène à son recrutement. C'est cette décision qui a amené sa rétrogradation en tant que simple social link, quand Makoto occupe au final toute seule le rôle de stratège des voleurs fantômes. On va lentement recommencer à parler des spin-offs de Persona en s'intéressant à une catégorie bien particulière. Les spin-offs de Persona sur mobile. On a déjà parlé de Persona 5 The Phantom X, mais il ne s'agissait que du sommet de l'iceberg. Parce que des jeux mobiles Persona, il y en a eu une chier. L'un d'entre eux, c'est Aegis The First Mission, qui est sorti fin 2007 au Japon. C'est un action RPG qui se joue avec le clavier numérique du téléphone, dans lequel on contrôle Aegis. Ouais, je sais. Dit comme ça a pas l'air fou, et honnêtement, le jeu n'a pas non plus l'ambition d'être dingue. Ça reste un jeu mobile en 2007. Quand le jeu est sorti, j'avais 5 ans. Aegis a donc dans ce jeu 3 armes. Ses pistolets, ses grenades, et une perceuse pour la mêlée. On est donc sur un persona plus orienté action. Encore une fois, en 2007. Pour rappel, le premier Arena c'est 2012, et Strikers c'est 2020. Même si bon, je l'ai dit, Aegis The First Mission, niveau gameplay, c'est pas fou. Mais ok, le jeu se joue comme de la merde, mais il garde malgré tout un intérêt de premier plan. Un intérêt scénaristique. Le nom Aegis The First Mission n'est pas là pour rien, et il est à prendre au sens littéral. Aegis The First Mission, c'est une préquelle de Persona 3. Une préquelle qui se passe 10 ans avant Persona 3. Donc, en 1999, soit peu avant l'incident du Moonlight Bridge. C'est donc chronologiquement le premier jeu Persona 3, et tout l'intérêt du jeu est là, puisque par exemple, on rencontre dans le jeu Eiichiro Takeba, le père de Yukari, ce qui est logique puisqu'il est à ce moment-là encore en vie, ou encore Mitsuru, avec une apparence très proche de ce qu'elle va afficher dans un flashback de FES. J'entrerai pas non plus trop dans les détails, mais le scénario du jeu est vraiment super intéressant, alors qu'encore une fois, on parle d'un jeu mobile de 2007. Ça reprend tout l'arc de personnage d'Aegis dans Persona 3, à savoir un robot qui apprend à devenir humain, et ça en est une grosse introduction et un gros résumé. Avant Makoto, Yukari et l'ensemble de la SES, des personnages vont essayer de montrer à Aegis comment agir comme une humaine. Mais ils vont réussir en vain, puisque Aegis sera reboot à la fin du jeu pour ne pas abîmer le canon de Persona 3. Et en vrai, les personnages qu'introduit ce Aegis The First Mission sont vraiment super cool. On a par exemple Takashi Tomari, un adolescent avec qui Aegis va nouer une solide amitié, ou celle qui va devenir l'antagoniste majeur du jeu, Yuki Mijima, qui va développer une espèce de relation mère-fille avec Aegis, et qui souhaite à tout prix qu'Aegis s'éveille à son humanité, quitte à parfois aller trop loin. Aegis The First Mission, c'est un simple jeu mobile de 2007. C'est assez moche, c'est exclusif au Japon, et c'est injouable. Mais c'est une préquelle de Persona 3.
qui n'a pas à rougir de ce qu'elle accomplit, malgré toute l'étrangeté de son support. Honnêtement, juste pour son scénario, et pour les couilles d'avoir fait une préquelle de Persona 3 sur mobile, j'ai juste envie d'applaudir, parce que c'est une préquelle de Persona 3 qui n'a pas à rougir de ce qu'elle fait. Et puis bon, juste, regardez le modèle 3D d'Aegis dans ce jeu, elle est juste adorable, elle est trop mignonne. Depuis le début de cet iceberg, vous voyez et entendez les noms des différents jeux Persona, principalement de leurs ressorties. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces noms au juste? Et par nom, j'entends surtout les sous-titres. Dans la liste, j'écarte directement la duologie Persona 2, parce qu'il s'agit surtout des raisons scénaristiques. Ce qui nous amène donc au cas le plus évident, Persona 3 Portable, et attention, grosse théorie, mais je pense qu'il s'appelle Portable parce qu'il sort sur PlayStation Portable. Ouais, je sais, j'ai beaucoup réfléchi à cette théorie, c'est vraiment du jamais vu. Pour Persona 3 FES, on pourrait croire à une explication stylée, style ouais, FES, ça veut dire For Everyone's Souls ou quelque chose du genre, mais pas du tout en fait, ça veut dire festival, parce que le jeu en fait est censé être un festival de Persona 3 pour les fans. Pour Persona 4 Golden, rien n'explique directement le sous-titre, mais bon, c'est assez évident, on est sur une évolution du jaune, et qu'est-ce qui est plus fort que le jaune en restant dans le jaune? L'or, le doré, donc Golden. Et enfin, Persona 5 Royal, où c'est un peu plus compliqué. Faut dire que de base, rien ne semble vraiment lier le terme royal au rouge de Persona 5 ou à la thématique des voleurs fantômes. Alors, c'est pas non plus une ref à Kamoshida, hein, mais peut-être que c'est une référence au jeu de cartes. Je veux dire, reine, joker, jeu de cartes, poker, équipe des fouches royales, les jetons, les multiplicateurs. Alors, l'entrée s'appelle Les Mauvaises Fins, mais je vais ici parler que de celle de Persona 5. Je sais que c'est un concept qui a été introduit avec Persona 4, qui a introduit ça avec les morts des cibles si vous n'arrivez pas à terminer les donjons dans les temps, mais il n'y avait pas grand chose à dire, et pour les fins où il y a vraiment des choses à dire, on fera ça dans la prochaine partie. Bonjour, c'est Amano qui fait le montage et qui est malade, c'est juste pour dire que je dis de la merde en fait. Y a pas que Persona 4 qui a des mauvaises fins en plus du 5, il y en a aussi par exemple dans le 3, mais ça on en parlera dans la partie 3. Au revoir. Par contre, Persona 5, purée, qu'est-ce qu'il y en a des choses à dire? Il y a une mauvaise fin pour chaque palais. En gros, la cible passe à l'acte, Par exemple, pour Kamoshida et pour Madarame, des policiers vont entrer dans le blanc et vont dire que Kamoshida ou Madarame a dénoncé Ren et que donc sa probation elle saute et donc il se fait arrêter par la police. Kaneshiro, sa fin est différente. Parce que oui, il peut pas dénoncer Ren à la police parce qu'il est lui-même un criminel. Mais si vous réussissez pas à terminer son palais à temps, la police va quand même entrer dans le blanc, mais pour une raison complètement différente. Ils vont pas dire que Kaneshiro a dénoncé Ren, mais plutôt qu'une lycéenne, très probablement Makoto, a été placée en garde à vue après avoir été retrouvée complètement droguée dans un établissement qu'on comprend comme étant un endroit centré sur des pratiques sexuelles. Makoto est complètement sous l'emprise des substances présentes dans son organisme, et elle n'arrive pas à former de propos cohérents, à l'exception d'un terme, le nom de Ren Amamiya, ce qui va entraîner son arrestation par la police pour qu'il soit interrogé. Pour le palais de Futaba, s'il n'est pas terminé à temps, Medjed pourra agir librement, et il va donc révéler toute l'identité des voleurs fantômes, dont celle de Ren. Ren est donc arrêté, mais aussi Sojiro, parce que il sera considéré comme complice. Les mauvaises fins pour Okumura et Sae sont là aussi les mêmes, avec l'identité de Ren qui est révélée, ce qui va entraîner son arrestation. Okumura va ajouter à ça une petite scène si vous n'arrivez pas à terminer son palais avant la fin du compte à rebours. La mauvaise fin de Sae va aussi plus loin, puisqu'elle pense que Ren n'est plus en mesure de parler, et elle va donc quitter la salle sans interagir plus longtemps avec lui, ce qui va empêcher l'exécution du plan de Futaba, ce qui va donc entraîner la mort de Ren. Pour Shido, c'est cette fois Akechi, accompagné d'une large patrouille de policiers, qui vient arrêter Ren directement. Mais ce n'est pas tout. Si vous décidez de donner le nom de chacun des voleurs fantômes à Sae, elle va, là aussi, quitter la salle précipitamment, sans laisser le temps à Ren et à Futaba de lancer leur plan, ce qui fait qu'Akechi tuera le vrai Ren, et non la version cognitive qu'il est censé tuer. Et enfin, il est aussi possible d'accepter la proposition de Yaldabaoth, ce qui va faire des voleurs fantômes des héros adulés par l'ensemble de la population. Ce qui dans les faits ne change rien de la situation actuelle avec Shido, puisqu'il a simplement été remplacé par les voleurs fantômes. Et je parlerai pas non plus des fins qu'ajoute Royal, on va garder ça pour plus tard, surtout pour l'une d'entre elles qui pour le coup mérite vraiment d'être abordée en détail. Erika Lindbeck est une doubleuse américaine qui a commencé sa carrière il y a une dizaine d'années, et c'est une carrière qui a été remplie de pas mal de succès et de rôles que vous connaissez sans doute. Parce que Erika Lindbeck, c'est la voix américaine de Daki, de Shion, de Lady Nagant, de Chilai, d'Anemone, ou même la voix anglaise actuelle de Blaze the Cat.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est Persona 5 où elle va doubler Futaba, rôle qu'elle va d'ailleurs reprendre dans tous les médias liés à Persona 5, que ce soit les animés, les spin-offs ou même Super Smash Bros Ultimate. Erika était d'ailleurs en couple avec Billy Kametz et c'était elle qui était à ses côtés à sa mort en juin 2022. Mais je vous parle pas d'Erika Lindbeck pour ça, mais pour une controverse dont elle va faire l'objet, controverse qui va entraîner du harcèlement à son encontre. Ce harcèlement n'a pas été lancé par ce tweet où elle annonce sa bisexualité, même si bon, on connaît internet et ça aurait très clairement pu. Mais ça a été lancé par une autre affaire qui est liée à une cover par IA. Pendant l'été 2023, Erika va poster ce tweet en demandant de report une vidéo où sa voix est modifiée par IA pour chanter Welcome to the Internet de Bo Burnham. Au départ, la personne qui avait upload la vidéo va accepter, mais bien évidemment, Internet est un endroit aussi magique que maléfique. Certaines personnes vont commencer alors à harceler Erika Lindbeck, mais aussi à réupload la vidéo plusieurs fois avec des descriptions clairement haut et fort que tout ce qui est sur Internet existe à jamais. Mais surtout, je l'ai dit, ça va lancer une vague de harcèlement contre Erika Lindbeck, et ça va dégénérer sur absolument chaque réseau social possible, ce qui va l'amener à tout simplement fermer ses comptes Twitter et Instagram seulement 3 jours après son tweet initial. Depuis, Erika Lindbeck a réactivé ses deux comptes et a continué à publiquement afficher ses positions contre l'IA générative, comme avec ce tweet de mi-août 2023 où elle attaquait publiquement Eleven Labs pour la création d'une IA avec la voix de Billy Kametz, qui était pour rappel son petit ami et qui était surtout pour rappel à ce moment-là mort depuis plus d'1 an. C'est une position que je soutiens complètement de mon côté, d'autant plus dans le cas d'Erika Lindbeck. Faut pas oublier que pour elle, sa voix, c'est non seulement sa personne et son identité, mais c'est aussi sa propre vie, son propre métier. Elle gagne sa vie en doublant des personnages, et forcément, avec l'IA générative, son métier se retrouve en péril. Et je parle même pas de l'aspect dégueulasse que c'est d'avoir fait une voix pour Billy Kametz. Le mec était à ce moment-là mort depuis plus d'1 an et mort d'un cancer à moins de 40 ans. Non, franchement, soutien total à Erika Lindbeck là-dedans. On a parlé plutôt d'Aegis The First Mission, mais c'est loin d'être le seul jeu mobile Persona assez étrange. Voilà, Persona 3 M, spin-off mobile de Persona 3, sorti en 2007 encore une fois, et encore une fois uniquement au Japon. Persona 3 M, c'est un jeu Persona sur mobile, mais au sens le plus strict du terme. On retrouve absolument tout. Scénaristiquement, le jeu se passe lors du voyage à Yakushima et confronte le groupe à la Nightmare Hour. La Nightmare Hour, c'est concrètement juste une Dark Hour qui n'en a pas le nom. Il y a deux différences majeures. La principale, c'est comment ils accèdent à la Nightmare Hour, puisque tout se fait dans leur sommeil, et de là découle aussi la deuxième différence, puisque la SEES ne croit au début pas à son existence, et simplement un rêve qui est vraiment élaboré. Résultat, le jeu va essayer de s'auto-canoniser comme ça, puisqu'à la fin du jeu, tous les événements du jeu vont être oubliés par les personnages. Dans le fond, c'est un jeu qui peut être sympathique. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça arrive à être sympa, et surtout, l'intérêt est là complètement inverse à Aegis The First Mission. Rappelez-vous, mais Aegis The First Mission était rendu très intéressant scénaristiquement parce que c'était une préquelle à Persona 3. Là, c'est tout l'aspect adaptation du gameplay qui est vraiment intéressant. Persona 3M, c'est un jeu Persona sur mobile. Sur mobile, en 2007, à une période où le jeu vidéo sur ce support est tout sauf généralisé. Pour vous dire, Persona 3M préfigure de 6 mois le lancement de l'App Store. Donc, tout ce gameplay Persona, les social links, les combats, tout ça, il faut l'adapter sur mobile. Et le jeu arrive à le faire. Les phases de combat, le système de faiblesse, le jeu, je l'ai dit, a même des social links avec l'ensemble du groupe à ce moment-là, plus Elisabeth. Mais bon, on sent aussi déjà la limitation du format. Les personnages ne peuvent pas level up quand le groupe en combat ne peut contenir que 3 personnages. Et bien évidemment, tout ce qui est modélisation 3D, c'est vraiment très sommaire. Mais à part ça, c'est assez similaire et assez impressionnant. Je veux dire, ils ont même réussi à plutôt bien retranscrire l'IA des personnages. Et on peut aussi noter que c'est le premier jeu Persona où Akihiko et Junpei ont un social link, parce que M préfigure de 2 ans portable. Le lieu le plus reconnaissable de la série est sans aucun doute la Velvet Room, une salle bleue, calme, qui semble défier la réalité au point de mettre assez mal à l'aise. Ce qui permet de se poser la question, qu'est-ce qui a inspiré son apparence? Le concept même des personnages vient de Jung, et les membres de la Velvet Room sont inspirés par Frankenstein, donc un lieu aussi important que la Velvet Room vient forcément de quelque chose de si spécial, non? Et bah oui, et l'inspiration, elle vient de David Lynch. L'aspect esthétique de la Velvet Room vient de Twin Peaks. Là, dit comme ça semble pas forcément évident, mais regardez la Velvet Room de Persona 1 et la Black Lodge de Twin Peaks. Les motifs au sol, les fauteuils et surtout les rideaux. L'inspiration est évidente et ça peut même aller plus loin. La Black Lodge est décrite dans la série comme étant la Shadow Self de la White Lodge. La Shadow Self. J'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Pareil pour Igor, dont le design peut certes faire penser à Igor de la série Frankenstein, mais on peut aussi y voir une référence à Twin Peaks, parce que son design peut faire penser à la fois au Jumping Man et au Man from Another Place. Mais là où c'est vraiment intriguant, c'est
que les rôles narratifs de la Black Lodge et de la Velvet Room sont inversé. La Velvet Room est un lieu qui incarne l'apaisement et la recherche spirituelle, d'où la fusion de Persona. Et à l'inverse, dans Twin Peaks, la Black Lodge, c'est un lieu qui favorise l'affrontement, la division et la folie, notamment avec les doppelgangers. Tout ça est bien évidemment expliqué et mis en place par les scénarios qui traitent des deux lieux, mais aussi par leurs couleurs thématiques. La Black Lodge est couverte de rouge et de noir, et c'est des couleurs qui agressent pas mal les yeux, en opposition au bleu plus apaisant de la Velvet Room. Un bleu assez sombre, assez calme, assez contemplatif, qui vient lui aussi d'une autre œuvre de David Lynch, Blue Velvet, et je pense même que le terme Velvet de la Velvet Room, qui veut dire velours, vient de là aussi. Pendant Persona 3, Shinjiro Aragaki meurt le 4 octobre, tué par Takaya. C'est de loin l'un des moments les plus importants de Persona 3, puisqu'il va à lui seul motiver le développement de plusieurs personnages, notamment Akihiko et Ken. Après, le personnage restera aussi très important dans l'intrigue, et il va même faire un léger caméo dans le combat final, en étant le dernier qui motive Makoto durant son combat contre Nyx. La mort de Shinjiro est donc narrativement centrale à Persona 3, et rien ne semble indiquer un possible sauvetage. Sauf que c'est bel et bien possible, mais uniquement dans Portable, et en jouant cotonné et dans certaines conditions. Bon, en vrai, une seule condition, mais qui est assez hard parce qu'il faut compléter son social link. Et c'est une tâche qui semble plus facile à dire qu'à faire, parce que ce social link est débloqué le 7 septembre, ce qui ne vous laisse qu'une grosse quinzaine de slots de temps libre pour compléter ce social link, avec en plus une quête annexe que vous devez faire. Mais si tout ça est fait avant le 4 octobre, on apprendra que Shinjiro a survécu au tir de Takaya grâce à sa montre qu'il a protégée. La montre première. En soi, l'idée est pas idiote non plus, mais bon, il est assez peu probable qu'il survive longtemps à Persona 3 dans tous les cas. Parce que il prend la même médication que Chidori et que le traitement tue à petit feu l'utilisateur. Donc peu importe ce qui se passe et s'il meurt le 4 octobre ou non, Shinjiro ne peut techniquement pas survivre longtemps à Persona 3. On va aussi commencer à parler de plusieurs étrangetés qui entourent la série, et on va commencer avec ce fameux Onsen Nozokimi Daisakusen. C'est un petit jeu flash sorti au Japon en juillet 2008, qui sert surtout à faire la promotion de Persona 4, parce qu'il est sorti une semaine avant celui-ci. Et concrètement, c'est un jeu de voyeurisme, d'où le nom, sous lequel il est le plus connu en Occident, Persona 4 Basing Chi. Le but du jeu est simplement de cliquer sur le trou d'une palissade en rythme pour pouvoir voir des bouts d'un sprite de Chi torse nu, sprite qui a depuis leaké et qui consiste en Chi seins nus sans téton. Donc c'est un jeu de rythme où vous devez mater une mineure qui prend son bain. Je tiens à m'excuser pour cette blague qui est beaucoup trop facile et pour cet extrait qui a été beaucoup trop utilisé sur internet, mais écoutez, l'occasion était beaucoup trop belle donc je ne pouvais pas la laisser passer. C'est logiquement très bizarre, surtout pour un mini-jeu promotionnel, et en plus de ça, c'est un mini-jeu qui est complètement perdu aujourd'hui. Il y a bien des archives qui existent ici et là, notamment sur la Wayback Machine, mais le mini-jeu il est archivé assez bizarrement, ce qui fait que ça bug parce que vous ne pouvez jouer qu'une seconde au lieu des 15 habituels. Onsen Nozokimi Daisakusen n'est d'ailleurs pas le seul mini-jeu flash de la licence Persona, puisqu'il y a aussi Dance Battle of Rise, un mini-jeu lié à la promotion de Persona 4 Dancing All Night. Et c'est là aussi un mini-jeu qui est perdu à jamais. Surtout que je n'ai pas réussi à trouver d'archives de Dance Battle of Rise, ce qui explique pourquoi ce mini-jeu n'a pas d'entrée à lui, et pourquoi je ne peux pas vous montrer d'image du jeu, simplement parce que c'est deux mini-jeux qui sont perdus. Onsen Nozokimi a été archivé, assez mal mais archivé, mais pour l'autre, principalement à cause de la fin du support flash, il est complètement perdu aujourd'hui, ce qui fait de ces deux mini-jeux, les deux premiers Lost Media Persona que je vais aborder dans l'iceberg. Mais ça pour le coup j'en dis pas plus, j'en parlerai surtout dans la troisième partie parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc c'est un sujet qu'on abordera la prochaine fois. Pendant Persona 5, vous vous retrouverez à accomplir ce qu'on appelle les Mementos Request, des quêtes annexes dans le Memento qui vous demandent d'aller vaincre un adversaire, un shadow bien particulier. Et ces adversaires sont nommés, et on trouve parmi eux un certain Kazuya Makigami. Dans Persona 5, ce n'est qu'un adversaire de quête parmi d'autres, mais il a été développé. Il a été développé dans l'OAV The Daybreakers. Rappelez-vous, j'avais dit dans la partie 1 que l'OAV servait à faire la promotion de Persona 5, et c'est exactement ce qu'il fait ici, en développant énormément la side quest autour de Kazuya. On découvre son petit frère, qui est celui demandant au fantôme de le purifier, et globalement la quête est bien plus développée avec l'apparition d'une calling card et l'utilisation du café Leblanc. Mais on peut aussi noter quelque chose d'autre sur Kazuya. Son petit frère s'appelle Naoya, et on connaît déjà un grand frère qui s'appelle Kazuya et un petit frère qui s'appelle Naoya. Naoya et Kazuya, tout doux, dans le manga Persona Be Your True Mind, rappelez-vous, l'adaptation de manga de Persona 1. On retrouve même la relation très tendue et presque antagoniste entre les deux personnages, ce qui donne une jolie petite référence à un manga assez obscur et au jeu Persona le plus oublié de la série principale.
J'en parlais juste avant, mais revenons un peu sur Persona 1. D'après vous, quel est le premier spin-off de la série Persona? La réponse la plus logique serait de dire Persona 4 Arena, sorti en 2012, sauf que c'est techniquement faux. Le premier spin-off Persona est concrètement Persona Digital Collection, qui est sorti en 1998. Bon, concrètement, c'est pas un jeu non plus, c'est plus un complément à Persona 1, et c'est surtout une collection de différents mini-jeux autour du premier jeu, qui se passe temporalement un certain temps après Persona 1, pendant le festival de Sainte-Hermeline. Le CD-ROM contient 12 mini-jeux, et bon, disons que le terme mini-jeu est vraiment flatteur. Parce qu'un test pour savoir quel Persona tu as, ou une collection de fond d'écran, j'ai personnellement un peu de mal à appeler ça un mini-jeu. Après bon, hein, ça reste un jeu PC, pour Windows 95, sorti en 98, donc ouais, logique que ce soit pas Cyberpunk 2077. Dans le fond, cette Digital Collection, qui est assez mal nommée, sert de complément à Persona 1. Complément, surtout dans le sens développement. Le CD contient les cinématiques du jeu, un calendrier, des fonds d'écran, mais aussi plus de 600 fichiers audio sur les musiques et les voix des personnages et des ennemis. C'est assez impressionnant mine de rien. Et ça s'arrête pas là. Le CD était inclus avec un livret qui compile plusieurs chapitres liés à la création de Persona 1, comme des interviews, une analyse du sound design ou encore une galerie photo de différents cosplays du jeu. Le tout va être encadré par des illustrations d'un certain Hortas qui donne un style vraiment très particulier et unique à Persona 1. 3、2、1嬉しくてじゃがりこ悲しくてじゃがりこ怒っててじゃがりこかよ寂しくてじゃがりこじゃん嫉妬してじゃがりこって失恋してじゃがりこ喧嘩してじゃがりこがっかりしてじゃがりこ驚いてじゃがりこ疲れ果ててじゃがりこ寒すぎてじゃがりこ暑すぎてじゃがりこ眠すぎてじゃがりこお腹が空いてじゃがりこ食べながらじゃがりこじゃがりこお腹がいっぱいじゃがりこ告白しながらじゃがりこ感謝してじゃがりこ英語風にじゃがりこフランス風にじゃがりこロシア風にじゃがりこ潜入中にじゃがりこお宝見つけてじゃがりこ弱点疲れてじゃがりこペルソナ呼んでじゃがりこ総攻撃のじゃがりこアジトでだらけてじゃがりこ隣のジョーカーにじゃがりこモルガナにじゃがりこ遠くのリュウジにじゃがりこ腐った大人にじゃがりこあなたの心じゃがりこ普通にじゃがりこ Vous vous demandez sûrement ce que vous venez de voir. Et bah c'est le Jagariko Challenge de Futaba. Et ça a été réalisé dans le cadre de l'une des seules collaborations commerciales de la licence que je vais aborder dans l'iceberg. Parce que oui, j'en ai très peu parlé jusque là, et j'en parlerai très peu, et je pense que vous voyez pourquoi, il n'y a pas grand chose à dire tout court en dehors de la nature de la collaboration et du produit avec qui Persona collabore. Mais ce n'est pas le cas de cette collaboration entre Persona 5 et la gamme Jagariko. Le terme Jagariko, concrètement, ça désigne ça. Des sortes de chips en forme de frites qui ont une trentaine d'années, la gamme, pas ce que tu bouffes, et qui ont différents goûts. Par exemple, je l'ai pas mis dans ce que vous venez de voir, mais avant, Futaba, elle parle de deux goûts de Jagariko. Le goût bœuf de Sendai, et un autre goût que j'ai compris comme étant un espèce de navet qui pousse dans un coin du Japon. Globalement, c'est des snacks japonais qui sont trouvables un peu partout, et c'est une gamme avec laquelle a collaboré Persona 5. Et la collaboration était mine de rien assez poussée. En dehors de cette vidéo sur Jagariko Challenge, eh ben on peut acheter des Jagariko dans Persona 5, dans les supérettes, on peut aussi les voir dans les supérettes, et Yusuke va en manger. Et en dehors du jeu, il y a aussi eu des collaborations avec, par exemple, plusieurs collaborations autour de Morgana, avec cette rencontre entre Morgana et la mascotte de Jagariko, ou ce dessin où on peut le voir manger du Jagariko. Mais bien évidemment, il y a aussi ce fameux Jagariko Challenge, qui est un challenge internet japonais où il faut être le plus expressif possible en utilisant que le terme Jagariko. Et bon, pour le reste, vous venez d'en voir un sur Futaba, mais à part ça a une dizaine d'années, ça a eu sa petite taille par un moment, mais bon, aujourd'hui, c'est un challenge qui est un peu tombé dans l'oubli. Les Persona ne sont pas des jeux excessivement difficiles, et la qualité principale de la série ne réside pas forcément dans son gameplay, qui n'est pas non plus incroyablement profond et complexe. Il est certes possible de jouer avec le système de fusion, mais ça n'ira pas vraiment plus loin. Persona est donc souvent considéré comme une excellente porte d'entrée à la série Shin Megami Tensei, et ce statut va entraîner une certaine réputation, notamment venant des fans du reste de la licence SMT. Parce que la plupart du reste de la licence est plus complexe, et surtout plus compliqué que Persona, ce qui va créer ce mème du Play a
Real SMT Game, qui est juste la version SMT du Guide Good de Dark Souls. C'est un mème qui continue pas mal d'exister aujourd'hui, même s'il est un peu devenu une blague avec le temps. Mais des critiques sur la casualisation de Persona, elles continuent de subsister, notamment au vu de son aspect bien plus animé et populaire que SMT, avec des personnages au design conçu pour être plus en phase avec les tendances actuelles, avec des archétypes d'arc narratif peut-être plus facilement comparables à ailleurs, ou même simplement avec la présence de romances à la qualité d'écriture souvent assez variable. On est sur une situation en soi assez comparable à ce que vit Fire Emblem depuis une dizaine d'années. Fire Emblem a, comme Persona, vu sa popularité exploser passé à un certain épisode, et continue donc de développer ce qui a mis en place cet épisode pour ne pas perdre ce nouveau public. Plus de place donnée à la romance, une plus grande casualisation du gameplay, et une DA plus susceptible de plaire au grand public, en empruntant de plus en plus un style plus animé. Dans les deux cas, ça donne des dernières entrées radicalement différentes de leur origine, et un schisme sacrément présent, même si dans le cas de Fire Emblem, c'est d'autant plus violent que pour Persona, et que certaines critiques vis-à-vis de ce Play Away à la SMT Game sont vraiment assez abusées. Persona a été de base vendu et construit comme une version édulcorée et plus simple que Shin Megami Tensei, et a après simplement construit sa propre identité. Pour reprendre l'exemple de Fire Emblem, le succès d'Awakening a transformé la trajectoire de la licence, et l'énorme succès qu'a été Free Houses n'a pas convaincu Intelligent System de repartir en arrière. Et d'ailleurs, j'aurais très bien pu mettre une entrée sur Fire Emblem Free Houses, qui est d'ailleurs mon Fire Emblem préféré, parce que clairement, on l'a vu l'inspiration Persona 5. Même si bon, ok, c'est vraiment pas la dernière fois qu'on parle de Fire Emblem dans cet iceberg. J'ai plusieurs fois parlé du personnage de Futaba, notamment par son aspect assez nerd, mais surtout par son donjon. Donjon qui nous fait découvrir l'histoire du personnage. Elle a perdu sa mère, Wakaba, quelques années avant le jeu, ce qui va l'enfermer dans une dépression assez lourde. Quoi? Son père? Bah il est parti acheter du lait j'imagine, comme beaucoup trop de personnages de jeux vidéo japonais. Non, plus sérieusement, on ne voit jamais le père de Futaba durant tout Persona 5. Et on peut logiquement se demander qui est ce père irresponsable qui est parti acheter du lait en Laponie. Deux théories existent. La première voudrait que ça soit Baofu de Persona 2. Les deux ont une grande maîtrise de l'électronique, des coiffures assez similaires, et ils ont surtout la même persona ultime, Prométhée. Côté temporalité, bien évidemment c'est possible. Futaba est né en 2001, quand Baofu a la trentaine dans Persona 2, et donc qui serait né autour de la fin des années 1960. Ce qui fait qu'il aurait eu 35 ans, ou à peu près, à la naissance de Futaba. Rien n'empêche cette théorie, qui en plus de ça crée un lien assez cool entre Persona 2 et Persona 5, deux opus qui sont sinon pas franchement beaucoup liés. Mais il y a une autre théorie qui est vachement plus intéressante, celle qui voudrait que le père de Futaba soit Masayoshi Shido. La théorie tient surtout au lien entre Wakaba et Shido. Il est globalement sous-entendu que Wakaba travaillait de près ou de loin pour Shido. Et ce qui est sûr, c'est que celui-ci utilisera ses recherches pour la tuer par le biais d'Akechi. Il est donc fortement possible que les deux se soient au moins croisés ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Et quand on connaît la personnalité de Shido, pas impossible que ce qui est entraîné la conception de Futaba ne soit pas un souvenir très heureux pour Wakaba. Dans l'ensemble, les deux théories se tiennent, surtout qu'il reste un dernier argument que je n'ai pas abordé, les groupes sanguins. Et là, je vais devoir vous faire un petit cours d'SVT. Futaba est AB Rhesus négatif, ce qui laisse deux possibilités. L'un de ses parents est lui-même du groupe AB, ou ses deux parents sont A et B. On connaît le groupe sanguin de Baofu, et il est lui aussi du groupe AB. Ce qui fait qu'il pourrait complètement être le père de Futaba. Pour Shido, on ne connaît pas son groupe sanguin, mais on connaît celui de son fils, Akechi, qui est AB, comme Futaba. Donc soit Shido est AB, soit il est A ou B. Et dans ce cas, les mères d'Akechi et Wakaba sont B ou A, toutes les deux. Ça, c'est Métis, l'un des personnages au centre de l'arc épilogue The Answer, qu'ajoute FES à Persona 3. C'est un personnage qui est assez mystérieux, et a raison. Faut dire qu'elle apparaît d'un coup le soir du 31 mars, qu'elle appelle Aegis sa sœur, et qu'elle se jure de la protéger. L'existence même de Métis va être l'un des gros mystères de The Answer, mais il est assez probable que Métis soit la shadow d'Aegis, à la manière des personnages de Persona 4. Déjà, il faut dire que Aegis croit au départ à tort que Métis est une shadow, et on parle d'Aegis, un robot équipé de capteurs qui détecte les shadows, donc le simple fait qu'elle se trompe ça montre un léger doute, et puis plus The Answer avance, plus le doute va s'installer, au point où une cinématique montrera carrément Métis naître de l'ombre d'Aegis. On peut pas faire plus littéral je crois. À la fin de cet arc épilogue, Métis déclare qu'elle vient en réalité d'un autre côté qui est très fortement sous-entendu comme étant la Sea of Souls, qui a créé un lien avec Aegis, lien qui est son aspect humain.
Les émotions qu'Aegis a développées au cours de Persona 3 et qu'elle a cherché à supprimer afin de se protéger du deuil qui amenait la mort de Makoto. En allant un peu plus loin, on peut regarder du côté de son design, qui apparaît vraiment comme un négatif de celui d'Aegis. Aegis utilise énormément de jaune, de bleu et de rouge. J'ai expliqué ça dans la partie 1 comme étant le code couleur des mascottes de Soejima, mais elle centre son design sur beaucoup de blanc. Là où pour Métis, c'est tout l'inverse. On est sur du noir, et tout ce qui peut être blanc, jaune ou bleu chez Aegis devient noir et rouge chez Métis. Ses cheveux, ses yeux, ses articulations et son corps, ça renvoie directement à un aspect ombre. Le masque de Métis, c'est simplement une représentation du masque de la persona de Young, du masque qui était jusque-là l'aspect émotionnel d'Aegis, qu'elle va devoir accepter de nouveau, et cette fois pleinement. Le nom même de Métis a un lien avec Aegis, plus précisément la persona ultime d'Aegis, Athéna, parce que dans la mythologie grecque, Métis, c'est la mère d'Athéna. Ce lien scénaristique peut être vu comme le premier jet de ce que va devenir les Shadows dans Persona 4, et plusieurs jeux Persona de l'ère Persona 4 vont essayer de développer et de justifier Métis, principalement avec cette idée d'autre côté. Par exemple, l'antagoniste principal de la duologie Arena, Ino Kagutsushi, va utiliser des termes très similaires à ce que dit Métis pour décrire l'origine des ombres du casting des protagonistes. Et même le processus de la naissance de Métis, Aegis qui refoule ses émotions humaines, ça renvoie à beaucoup de Shadows de Persona 4. Par exemple, Yukiko, c'est parce qu'elle refoule sa frustration d'être coincée à Inaba qu'elle devient frustrée ainsi. C'est ça que je trouve super intéressant avec Métis, c'est que le personnage c'est vraiment une V1 de tout ce que va être le développement narratif des personnages dans Persona 4. Et d'ailleurs, je l'ai pas évoqué, mais il y a aussi bien évidemment des Shadow Self dans Persona 2. Et on pourrait voir Aegis comme un espèce de chaînon manquant entre comment les Shadow Self sont traités dans la duologie Persona 2 et comment ils sont traités dans Persona 4. Même si en vrai, Métis a aussi des choses pour elle qui ne sont pas repris de Persona 2 et qui ne seront pas repris dans Persona 4. C'est la Shadow Self qui est la plus affirmée parmi toutes celles qui existent, hein. La preuve, elle s'appelle Métis, elle s'appelle pas Shadow Aegis par exemple, et c'est aussi celle qui a le plus sa propre personnalité, même si là encore une fois, c'est un cas vraiment très particulier. Moi, c'est vraiment ça que je trouve super intéressant avec ce personnage. The Answer, c'est de loin l'arc de rajout qui fait le plus débat dans la communauté, et je suis complètement d'accord pour dire que c'est le moins bon, mais à titre purement personnel, j'adore ce qu'ils ont fait du concept de Shadow Self de Persona 2 en le modifiant énormément avant de le rechanger pour Persona 4. Et ce personnage de Métis, c'est vraiment pour moi la plus grande réussite de cet arc The Answer, qui est un arc qui fait énormément débat, et a raison, mais c'est aussi un arc qui est assez mal compris, mais ça on en parlera dans la partie 3, notamment avec le personnage de Yukari. Depuis quelques années, l'une des blagues de la commu Persona, c'est de sortir qu'Atlus a oublié l'existence de Persona 1 et de Persona 2, principalement au vu de l'absence de portage sur les plateformes modernes, mais surtout de leur absence dans les spin-offs qui réunissent le casting de la série, que ce soit les Arena et surtout les Persona Q. Cette absence va entraîner plusieurs mèmes, plusieurs blagues et surtout plusieurs vidéos, comme celle-ci qui utilise la musique Super Affection, opening de la série d'OAV liant Fate, Stay Night et Tsukihime, et ouais en fait, je voulais juste mettre cette vidéo que je trouve vraiment très drôle. Et pourtant, cette absence est fausse, en tout cas dans les Persona Q, parce qu'il existe une toute petite référence à Persona 2 dans Persona Q2, Elisabeth. Elisabeth qui porte dans Persona Q2 une tenue qui référence l'imagerie du cinéma qu'utilise énormément le jeu, mais c'est aussi une référence à Persona 2 Innocent Sin. Cette robe est extrêmement ressemblante à celle de Motoko Mitsugi, personnage apparu dans le portage PSP de Persona 2 Innocent Sin, et qui est central au Climax Theater, mécanique de ce portage PSP, qui contient globalement beaucoup de quêtes annexes qui font référence à beaucoup de Shin Megami Tensei. Vu que c'est un cinéma, la référence possible dans Persona Q2 était, j'imagine, toute trouvée. Et d'ailleurs, je suis au regret de vous informer que non, le costume de popcorn que porte Théodore n'est malheureusement pas une référence. C'est juste Théodore. Il existe dans les fichiers de Persona 5 une mécanique cachée qui aurait complètement pu changer l'exploration des donjons et surtout comment les combats auraient été négociés. La mécanique de déguisement. Cette mécanique aurait pu permettre à Joker de prendre l'apparence d'un ennemi et donc de pouvoir passer inaperçu dans les donjons. Et en vrai, c'est vrai que ça aurait vraiment pu bien passer avec l'aspect très infiltration qu'a le jeu par moment. Cette mécanique aurait également eu une jauge qui aurait limité le temps passé en forme déguisement, pendant laquelle il aurait été possible d'attaquer des ennemis et d'interagir avec le décor. Et je pense que vous voyez pourquoi cette mécanique
mécanique n'a jamais été intégrée au jeu final. Elle ne changeait globalement pas le gameplay qui fonctionnait très bien avec les mécaniques d'infiltration déjà en place. Et la jauge qui occupe la partie en bas à gauche de l'écran aurait en plus de ça encore plus surchargé la fluidité du jeu, qui n'est déjà pas des plus discrets. D'ailleurs, à noter, mais d'après une bêta de Persona 5 qui date de fin 2015, la mécanique aurait pu être liée au social link d'Anne, en étant potentiellement une compétence obtenue une fois le rang 10 atteint avec la voleuse fantôme. Et de même, le but même de cette mécanique, vous rendre invisible pour les ennemis, a été repris pour un équipement apparu dans Royal qui a le même effet. Ce qui est assez fou dans Persona, c'est des similarités qu'on peut faire entre le 4ème et le 5ème jeu. Mais genre, au point où on peut presque appeler ça du plagiat interne. Le cas le plus évident, c'est le traître du jeu. On parle de deux personnes, membres de la police, qui ont des pouvoirs similaires à Yu ou à Ren, qui ont un lien particulier avec les protagonistes et l'un des adultes du jeu, qui ont tous les deux tué plusieurs personnes, et qui ont des noms très similaires, Adachi et Akechi. On pourrait aussi faire un parallèle entre les situations de Yu et Ren, arrivés dans une nouvelle ville et logés chez une connaissance de ses parents où vit déjà une fille plus jeune que lui. Mais ce qui frappe surtout, ce sont les donjons. Déjà, les premiers donjons de chaque jeu sont tous les deux des châteaux. Les 4e donjons ont tous les deux une imagerie très portée sur le jeu vidéo et diffèrent des arcs précédents d'un point de vue scénaristique. Dans Persona 4, plutôt que de devoir aller sauver quelqu'un, le groupe part à la poursuite de Mitsuo. Quand dans Persona 5, le groupe va sauver Futaba plutôt que de chercher à changer le cœur en adulte corrompu. Les 5e donjons se passent tous les deux dans un environnement assez futuriste et les 6e donjons sont les seuls donjons de leurs jeux respectifs qui ont des thèmes avec des paroles. Heaven pour Persona 4 et Whim of Fate pour Persona 5. Et c'est pas fini, parce qu'il y a d'autres ressemblances qui sont un peu plus bizarres. Par exemple, les deux sous-chaniques de l'amoureux qui ont des couettes et qui travaillent dans l'industrie du divertissement, quand le dernier personnage qui rejoint le groupe travaille en tant que détective pour la police et est même appelé le Prince Détective. Et en vrai, même quand on s'éloigne de Persona 4, on peut trouver beaucoup de ressemblances entre Persona 5 et d'autres jeux de la série. Restons un peu sur Anne. Impossible de panier qu'elle a une apparence et une histoire très similaire à Lisa de Persona 2, à savoir une fille avec des racines au moins potentiellement occidentales. Anne est un quart américaine, quand pour Lisa, sa famille est décrite comme étant très probablement européenne. Impossible aussi de ne pas voir un lien entre Mitsuru et Makoto. Elles sont toutes deux présidentes du conseil étudiant, passionnées d'art de combat et pas très en contact avec les pratiques et habitudes des adolescents de leur temps. L'un des membres de leur famille est très important à l'intrigue du jeu et leur arc de personnage va grandement tourner autour de leur acceptation en tant qu'individu avec une vie à mener et non un simple actif utilisable et jetable. Donc quoi, Atlus a simplement copié-collé des arcs et autre chose dans Persona 5? On pourrait tenter de dire ça, mais bon, possible qu'à force, avec 5 jeux au compteur, on commence forcément à tourner en rond au vu des arcs narratifs. Possible aussi que, effectivement, Atlus ait peut-être voulu faire des clins d'œil. Après, pour revenir vite fait sur ces similitudes, honnêtement, je sais pas, peut-être simplement qu'ils avaient pas d'idée chez Atlus, ou que même ça s'est fait sans faire exprès, c'est pas impossible, mais reste que dans les faits, c'est là. Regardez attentivement cet artwork de Makoto. Quelque chose devrait très vite vous sauter aux yeux, ce symbole sur son col. Ce symbole qui est fait d'un bouclier et de deux lettres, B et G. Symbole qui est unique à l'uniforme de Makoto, puisqu'il n'est pas présent sous celui de Kasumi, et que pour Anne, ses cheveux cachent le col. Et symbole qui est visiblement très important, parce qu'on le retrouve même sur Makoto dans les pièces de théâtre. Ces lettres ne sont donc bien évidemment pas placées au hasard, et elles ne représentent pas la marque de glace Ben & Jerry's, mais plutôt l'arcane de Makoto, celle de la papesse. On retrouve déjà ces deux lettres sur la carte du tarot, en tout cas son apparence avant Persona 5. Dans Persona 2, les deux lettres sont sur le coin de la carte, quand pour Persona 3 et Persona 4, elles sont directement dessus. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez les boss de Persona 3 qui représentent tous une arcane? Eh ben, voilà le boss qui représente l'arcane de la papesse. Et observez bien ces seins, et vous les verrez encore une fois. B et J. Pareil, Agnès, troisième personne de Makoto dans Persona 5 Royal, B et J, encore et toujours. Tout ça c'est bien, mais pourquoi B et J justement? Quel rapport spécifique ça a avec l'arcane de la papesse? Eh ben, c'est deux lettres qui sont sur plusieurs représentations de l'arcane de la papesse, en dehors de Persona, et ces deux lettres qui sont une abréviation, et qui veulent dire Boaz et Yakin. Ce Boaz et ce Yakin, c'est deux piliers placés à l'entrée du temple du roi Salomon, et ces deux piliers qui sont pas référencés sur l'arcane de la papesse au hasard. La carte de la papesse représente une certaine sagesse acquise par l'enseignement, et donc un certain changement. Boaz peut représenter la fin, et Yakin, le commencement, donc l'idée de l'avancée de quelque chose. Pour revenir sur Persona, on peut prendre ça au sens propre, et donc relier ça au métro du boss de Persona 3, et à la persona Agnès qui avance, et pour Makoto, on peut se dire que ça représente simplement son arc de personnage, qui se centre sur son changement de vision de la vie pour qu'elle puisse enfin être elle-même, notamment avec tout ce qui tourne autour d'Aiko.
Si vous êtes allé à l'école, vous devez connaître l'oxymore, cette figure de style qui réunit deux mots contradictoires. Figure de style qui est aussi connue sous le nom d'oxymoron. Et c'est un mot qui est au centre de deux designs de Persona 5. Ceux de Caroline et de Justine. Et principalement sur leur chapeau. Regardez les lettres qui sont marquées dessus. Pour Justine, ça donne O-Y-O-O, et pour Caroline, X-M-R-N. Et une fois assemblé, ça donne le terme oxymoron. C'est une petite idée de design que je trouve brillante, parce que ça peut représenter énormément de choses. Le plus évident serait leur personnalité complètement opposée, l'extravertie Caroline et l'introvertie Justine, la respectueuse Justine et la hautaine Caroline. C'est le genre de petit détail qui fait sourire quand on le remarque, mais, on peut aussi y voir une référence au scénario du jeu, et un teasing de son plot twist majeur, à savoir, la révélation de l'existence de Yaldabaoth. Puisque Yaldabaoth a comme but l'assujettissement de l'humanité, via la disparition de leur esprit critique et de leur libre arbitre, deux concepts qu'encouragent grandement chacun des êtres liés à la Velvet Room. Et donc, Caroline et Justine qui vont se faire manipuler. L'oxymore est aussi et surtout là, voire deux êtres de la Velvet Room qui sont censés encourager l'indépendance spirituelle de l'humanité, travailler pour leur plus grand ennemi. Pendant son histoire, Persona a fait face à pas mal de polémiques, et ça, on en parlera surtout dans la partie 3 de l'iceberg. Donc, histoire de vous faire attendre un peu, laissez-moi juste vous montrer le prix qu'a gagné Persona 3 au One Up Network Editor's Choice dans l'Electronic Gaming Monthly de mars 2008. Celui du Most Controversial Games That Created No Controversy, soit le jeu le plus controversé qui n'a créé aucune controverse. Ouais, c'est spécial, mais c'est un peu la spécialité des awards de l'Electronic Gaming Monthly, ces prix secondaires, c'est les Awards, qui sont globalement tous trolls ou rigolos. Par exemple, juste en dessous du prix de Persona 3, on trouve le prix du meilleur FPS pour se faire des câlins, qui a été décerné à The Darkness. Mais derrière cette blague dans un magazine qui sent bon la fin des années 2000, se cache une part de vérité. Comment Persona 3 n'a jamais fait polémique à sa sortie? Surtout un jeu comme ça qui utilise énormément l'imagerie du suicide via l'évoqueur, et c'est sans parler du reste. La Dark Hour qui donne une teinte très proche du sang à l'eau, l'une des romances qui est une romance entre un mineur et une adulte, une romance que met d'ailleurs en avant le Lil Howard, ou simplement plusieurs références à la chrétienté, que ce soit l'apparence de Takaya qui peut faire penser à certaines représentations de Jésus-Christ, ou même le boss du pendu qui est un homme crucifié. Certes, la croix n'est pas exactement celle du christianisme, mais entre ça et les statues de nonnes, le jeu met vraiment les pieds dans le plat. Au point où je reste surpris aujourd'hui d'à quel point le jeu est passé crème. Pas un cri de parents conservateurs qui en blasphème, pas une seule alerte d'association bizarre, absolument rien. La réponse semble évidente, mais c'est bien évidemment grâce au relatif anonymat qu'avait Persona à l'époque. Si Pokémon ou Harry Potter sont devenus pour certains chrétiens américains des œuvres qui permettent de faire des rave parties avec les trois quarts des démons, c'est grâce à leur popularité et au phénomène médiatique qu'ils ont créé. Et c'est quelque chose dont Persona reste loin, même aujourd'hui. La licence est connue, bien plus qu'à ses débuts ou qu'à la sortie de Persona 3, mais il reste vraiment beaucoup de chemin pour faire d'elle une licence vraiment mainstream, sans même parler d'un phénomène médiatique. Alors que pourtant, tout est là. L'œuvre a tout pour être la plus accessible, notamment un message dans lequel on peut tous se reconnaître, ou on peut même chercher notre propre message dans la série. Et d'ailleurs, en parlant de ça, certains ont essayé, et ça a très mal tourné. On va conclure la partie 2 de cet iceberg par ce qui est peut-être l'histoire la plus bizarre autour de la licence. Histoire qui ne touche Persona que d'assez loin, d'où le placement seulement en partie 2 de l'iceberg, mais histoire qui mérite quand même d'être abordée. Ça, c'est Silent Hill. C'est une licence qui est légendaire dans le jeu vidéo d'horreur. Et cette licence, elle va s'accompagner de quelque chose. D'une communauté, une communauté qui va généralement chercher à créer des points de rassemblement, des points de rencontre sur internet. Des subreddits, des comptes d'actu sur Twitter, et puis surtout des wikis hébergés sur Fandom. Fandom, c'est l'un des mastodontes des sites internet au format wiki avec Wikimedia, qui lui va héberger un peu tout ce qui touche à Wikipédia. Fandom va donc héberger des wikis communautaires dédiés à un sujet, avec des informations souvent plus précises que pour un wiki généraliste type Wikipédia. Par exemple, là où un Wikipédia ne va parler que d'une série en général, sur un wiki fandom dédié à la série, vous aurez une fiche sur chaque personnage, et parfois même souvent plus. Et ça, c'est simplement parce que c'est la communauté qui contribue directement, et donc vu que c'est directement des passionnés, ils vont forcément plus dans les détails qu'un public plus généraliste. Et ça nous amène au souci majeur avec ce genre de wiki, c'est qu'ils sont auto-modérés, et que si sur le long terme, ils gardent une cohérence globale et qu'ils parviennent à s'améliorer, il arrive généralement que des individus fassent des percées et marquent à jamais l'histoire d'un wiki de par leur agissement. Ce genre de personnes, ça existait partout, pas que sur les fandoms, notamment sur Wikipédia, mais pour ça, par exemple, vous pouvez aller voir les excellentes vidéos de What the Fail sur le sujet, vraiment, c'est une grosse recommandation, elles sont excellentes. Mais bref, revenons à Silent Hill, et c'est de ce genre de personnes dont on va parler. Une
certaine personne bien précise qui s'appelle Alex Shepard. Alex Shepard, a priori, c'est quelqu'un de tout à fait normal. C'est un utilisateur de fandom complètement normal qui participait à énormément de wiki fandom. Silent Hill, bien évidemment, mais aussi Clock Tower, Rule of Rose et principalement d'autres jeux d'horreur. Absolument rien n'indiquait qu'un jour, cet homme allait péter des plombs. Alex Shepard était un utilisateur régulier du wiki Silent Hill, avec plus de 50 000 modifications à son actif entre 2009 et 2023, ce qui représente près de 10 modifications par jour, rendez-vous compte. Et d'après ses propres mots, il a grandement contribué à améliorer et à assainir le wiki Silent Hill, et ça, pour le coup, c'est vrai. Durant toutes ces années, dans l'ensemble, Alex Shepard était du côté du Wikia qui aidait à l'améliorer, à le rendre meilleur et à en faire vraiment un point de référence pour la communauté Silent Hill. Sauf qu'il y a une année spécifique où Alex Shepard va complètement péter les plombs. 2015. C'est une année où il va commencer à partir en croisade contre énormément de choses, notamment la circoncision, principalement en utilisant le jeu Silent Hill 4 The Room en tant qu'argument, et en créant une énorme théorie en disant que le jeu est anti-circoncision, que l'antagoniste il agit comme ça parce qu'il est circoncis, bref, c'est un bordel, et je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment appeler ça une théorie à ce stade. Et le problème, c'est que là, il aurait pu faire comme tout le monde et amener cette théorie, par exemple, en parlant sur Reddit ou même dans l'espace communautaire de fandom. Lui, il va directement modifier les pages du wiki Silent Hill, et ça va partir en sucette au point d'amener une légère attention médiatique sur le wiki et sur cet événement qui sort de l'ordinaire. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire, aussi problématique soit-elle. Après tout, l'histoire ne semble toucher que le wiki Silent Hill, donc qu'est-ce qu'elle vient foutre dans un iceberg sur Persona? Eh bien, Alex Shepard va aussi étendre sa théorie à d'autres wikias. Et dans sa description sur son profil fandom Silent Hill, il s'est comparé physiquement à Akira Kurusu, autrement dit, à Joker. Ouais, il était aussi fan de Persona. Et il était aussi assez actif sur le wiki fandom Persona. Ce qui fait que le wiki Persona a été l'un de ces wikis affectés par cette théorie de la circoncision. Et là, notamment la page de Yosuke, avec quelques traces qui sont encore trouvables aujourd'hui, comme des fichiers images qui ont été upload par Alex Shepard à l'époque. Alex Shepard sera logiquement banni du wiki Persona après ça, et si aujourd'hui il est permaban, sachez qu'à l'époque, il n'avait pris qu'un bannissement que de 205 ans, soit jusqu'en août 2222. Et il est théoriquement encore actif sur le wiki Silent Hill, en tout cas il n'est pas ban là-bas. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a exploré 2 tiers de plus, on a exploré 55 sujets supplémentaires, ce qui fait qu'on a déjà parlé d'une centaine de sujets sur cet iceberg, sur la licence Persona. C'est ici que notre exploration d'aujourd'hui s'arrête, il reste quelques préparatifs à faire avant d'aller véritablement au fond des choses, au fond de cet iceberg et même en dessous. Reposez-vous bien, avant la prochaine fois. Bon, là normalement c'est l'outro, hein, il y a le générique qui défile, le générique je sais pas, la musique, quelques sources, bref, aucune idée. Mais je tenais à vous parler vraiment à cœur ouvert, vite fait. Déjà merci d'être resté jusque là, hein, je le dis pas assez mais vraiment merci beaucoup. Et quelques petits mots. Vous l'avez vu, la vidéo sort début mars, elle devait sortir en février, mais 2 heures de vidéo MDR, et la partie 1 était sortie en décembre. J'ai commencé à bosser sur la partie 3, j'ai fait une partie non négligeable du script, mais clairement, si je réattaque direct à 100% avec l'énergie qui me reste, je sens que la partie 3 sortirait pas avant début mai, et vraiment, j'ai envie de faire autre chose. Pour tout vous dire, je suis sur cet iceberg depuis facile 6 mois, et j'ai eu l'idée pour vous dire juste après l'iceberg Dragon Ball, hein. J'avais noté quelques sujets d'iceberg, donc ouais, ça fait un très long moment que je suis sur cet iceberg, et vraiment, je sens que j'ai besoin d'un petit break, de faire autre chose, ne serait-ce qu'un court moment, parce que sinon je sens que je vais imploser. Je bouffe du Persona, ne plus savoir quoi en faire depuis beaucoup trop longtemps, depuis plusieurs mois, vraiment ça commence à me saouler. Donc voilà, la prochaine vidéo ne sera pas la partie 3 de l'iceberg, ce sera sur un autre sujet qui sera normalement beaucoup plus court, parce que j'ai envie de faire des vidéos plus courtes aussi, j'ai envie de sortir plus de vidéos en fait. Ce sera un peu plus expérimental aussi, parce que le format iceberg c'est pas quelque chose sur lequel je me sens énormément libre, enfin surtout par rapport au montage et au format de la vidéo. Donc voilà, je testerai sans doute autre chose, et pour la partie 3, je vais avancer ça petit à petit en faisant aussi d'autres vidéos en parallèle, parce que je sens que j'ai un peu besoin de me ressourcer en dehors de Persona. C'est pas forcément que les sujets de la partie 3 sont lourds, mais c'est juste que c'est très long à faire un iceberg. Je ferai peut-être une vidéo un peu bilan, une FAQ, je sais pas trop quoi après, pour parler un peu de tout ça, vraiment posé, de manière posée, dans un contexte qui sera dédié. Mais là, voilà, c'était juste pour vous dire que la prochaine vidéo ne sera pas la partie 3 de l'iceberg, ce sera un sujet bien plus simple, un peu différent, mais d'ailleurs si vous avez découvert la chaîne avec cet iceberg, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais à côté aussi, hein. Mais voilà. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Amano, et portez-vous bien.